Sur le marché français, uniquement français, le top chiffre mensuel. Numéro 1, c'est 200 millions annuels vente de low-ticket. Combo ads plus personal brand. Pour moi, c'est banger. Dans la mentalité de ce genre de personnes, faire de l'argent rapide, ils vont le dépenser rapidement et après ils vont devoir refaire pareil. Ils sont dans une roue de hamster. Ils n'arrivent jamais à créer des business sur le long terme et donc ils ne seront jamais riches. Et j'ai des personnes qui viennent vers moi en me disant écoute, moi je veux pas montrer mon visage, je veux pas faire de coaching, je veux pas me mettre en avant sur les réseaux, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis fais rien du tout, va trouver un boulot quoi. Il faut relativiser un peu les gars parce que ton grand-père il est allé au champ tous les jours, il prenait pas de petit-déj et il était en sueur quoi. Faut bosser un peu quoi. Souvent quand on regarde le taux de conversion, on dit ouais je veux le taux de conversion le plus élevé possible. Ouais mais à quel prix tu vois? De faire rentrer des gens qui sont pas du tout alignés avec ce que tu veux. Au final, tu as un business que tu détestes. T'es l'esclave de ton business avec des gens que t'as pas envie de gérer et tout. Il y a des clients qui coûtent vraiment cher en attention, en santé mentale et tout. Et putain, il y a une opportunité de malade. Si tu compares en fait l'opportunité aujourd'hui du web versus la vie normale d'aller au bureau, faire un job que t'aimes pas, bosser pour un patron que tu respectes pas et tout, c'est no-brainer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, aujourd'hui, je suis avec Franck et Anthony et on a le plaisir d'accueillir Olivier, Clovis. Salut tout le monde, vous allez bien les gars? Hello. Ouais. Hello. Alors, pour présenter Olivier, avant que tu complètes éventuellement les présentations, aujourd'hui, on va parler dans cet épisode d'infoproduits qui, on l'a dit à de nombreuses reprises, pour nous représente l'un des boss finales du game du Make Money Online. Et on va parler avec Olivier particulièrement de quelque chose qu'Olivier maîtrise très bien, ce qu'on appelle un low ticket funnel. Alors pour tous ceux pour qui c'est du chinois, on va rentrer évidemment dans le détail, on vous expliquera tout ça, Olivier vous expliquera tout ça. Mais pour te présenter Olivier, tu es un entrepreneur à succès, spécialisé du coup dans les low ticket funnel. Tu as généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne grâce à des tunnels de vente innovant et ultra optimisé. Tu as orchestré un lancement fulgurant passant de 0 à 170 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours sans aucune audience de départ. Et tu es du coup l'un des pionniers du concept de low ticket to high ticket, donc low ticket vers high ticket. Tu transformes des petites offres tarifées entre 7 et 37 euros en machines à vente qui alimente ensuite des produits premium. Une stratégie originale au cœur de ton succès. Et donc, pour rappel, plusieurs millions d'euros de ventes. Donc voilà, l'intérêt de ce podcast, soit le bienvenu déjà sur le Wizards Podcast. Merci. Ça va être de te cuisiner un peu sur tout ce qui concerne les low tickets. Est-ce que tu as des petites choses déjà à rajouter sur cette avec plaisir. Merci pour la presse et pour l'invitation surtout. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est top ce format, j'adore. Donc au niveau de ce que tu disais là, c'est vrai, stratégie originale, etc. C'est vrai que ça paraît un peu original sur le marché français parce qu'on a pas mal de retard quand même sur le marché US, on pourra en parler. Mais surtout tout ce qui est créativité en termes de marketing, de funnel et tout, là-bas c'est la norme en fait le low ticket funnel. Donc c'est vrai que c'est toujours bizarre quand moi j'essaie de parler de ça et qu'on me dit ouais mais ça marche pas ou alors ça paraît un peu fou. Mais en vrai, c'est la base, quoi. Le produit d'appel, c'est quelque chose qui existe dans toutes les industries. Donc, ouais. Après, il y a quand même différentes écoles dans le monde de l'infoprenariat parce que, après, c'est ça qui est chouette aussi. Hein. Il y en a pour tout le monde et chacun a son petit avis sur la question. Mais en face en opposition potentiellement justement au low ticket, il y a ce qu'on peut appeler du call funnel, du high ticket ou des tunnels de vente un peu plus standards. Qu'est-ce qui fait justement est-ce que tu peux nous expliquer un peu globalement comment fonctionne un low ticket funnel dans ton écosystème et pour les gens qui connaissent pas du tout, tu vois, qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire un low ticket funnel? Ouais, low ticket funnel, ça va être un petit produit que tu vas vendre. Donc, c'est une formation qui est facile à consommer. Le but, c'est qu'il y ait un quick win, donc les personnes elles aient un résultat rapide, qu'elles puissent appliquer la formation rapidement et qu'elles soient satisfaites et du coup qu'elles aient envie d'acheter d'autres choses chez toi. Parce que c'est toujours le game de l'infoprenariat, même dans tous les business, c'est toujours d'avoir de la rétention. Même si on l'oublie un peu dans le modèle high ticket, parce que le but du high ticket, en fait, c'est de pricer le plus cher possible. Et une fois que tu as fait la grosse transaction, après, derrière, disons que ta LTV, elle est faite, tu vois.
Donc, tu es moins focus sur la rétention. Et ça peut poser des problèmes. Donc, c'est pour ça, bon, avant que je parte un peu dans tous les sens, mais là, le but du low ticket, c'est on va avoir un taux de conversion le plus haut possible avec un coût d'acquisition le plus bas possible et d'ajouter des produits additionnels. Donc, funnel, c'est tunnel de vente, quoi, en quelque sorte. Une fois que tu as acheté un premier produit, ben derrière, on va te proposer des produits complémentaires pour augmenter le panier moyen. Et puis, dans certains cas, en fait, si tu n'as pas d'audience, le but, c'est de rentabiliser tes publicités pour derrière vendre des produits premium plus chers ou alors vendre d'autres produits en catalogue, des middle tickets. J'ai pas mal d'amis qui vendent pas de high ticket, qui font beaucoup d'argent aussi. Donc, c'est voilà, selon la catégorie de business et tes objectifs, ça peut servir à plein d'objectifs. Tu viens de parler de publicité. Est-ce que moi, c'est une question que je me pose, est-ce que le low ticket funnel fonctionne aussi sur de l'organique, où est-ce qu'il est le plus efficace au final? Ouais, 100%, ça fonctionne partout. Si tu veux, nous, parce que là, moi, j'accompagne des clients qui sont dans la niche, dans toutes les niches, mais qui vendent des formations ou du coaching. Et ça s'adresse en fait à tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai un client qui a plus d'1 million de followers et lui, il utilise les low ticket funnel en modèle catalogue et donc il a plusieurs tunnels de vente. Pour éviter de faire du coaching, ça lui permet d'avoir des revenus en automatique sans prendre ni d'appel de vente ni d'appel de coaching. Donc, ça peut servir aussi pour monétiser une audience sans publicité, mais ça sert aussi, si tu n'as pas d'audience, d'avoir de la visibilité parce que tu vas pousser en ads un produit qui est peu cher et donc beaucoup de gens peuvent acheter, et ce qui te permet en fait de rentabiliser des publicités, d'avoir moins de risques pour ensuite envoyer sur du premium de la formation à étiquette. Je monopolise une dernière petite question par rapport à ça, les gars. Est-ce que tu vois, là, tu viens de parler, le mec, il a son audience, il a 1 million de followers, et pour aller monétiser son audience, il va aller leur mettre un low ticket sous le nez. Quel est l'avantage de faire ça versus un lead magnet standard? Parce qu'aujourd'hui, la norme, on va dire, sur ce type d'audience, pour monétiser une audience, la norme, en tout cas ma norme à moi, je veux dire dans ma tête, c'est d'aller mettre un lead magnet, récupérer de l'email, nurture sa base d'email et derrière en faire éventuellement des clients. Tu vois un avantage direct à poser? Pour moi, le gros avantage, c'est juste que tu mets moins de barrières à l'entrée avant de faire ton offre, tu vois. Si tu prends un email, bah, tu vas avoir en moyenne entre 20 et 30% de taux d'ouverture. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui n'ouvrent pas les emails. Surtout, on sait sur les réseaux sociaux, les jeunes, ils utilisent moins les emails, tu vois, ils sont plus en DM, etc. Donc, si tu peux faire des offres directement en front, bah, c'est mieux parce que tu as un reach beaucoup plus large et tu as beaucoup plus de visiteurs sur tes pages de vente. Donc, il y a ça. Puis après, ça n'empêche pas en fait que tu puisses avoir une stratégie de lead magnet et de newsletter derrière, tu vois. Tu peux avoir les deux. Et moi, mon système, comment est-ce que je le market aussi en fonction des gens, de leurs objectifs et de leurs ressources, c'est que il te faut plusieurs types de funnels, tu vois. Il te faut le système lead magnet, ça marche très bien aussi. Je crache pas dessus, tu vois. Le système webinaire, ça marche très bien. Le système VSL, ça marche très bien. Il faut juste adapter en fonction de tes objectifs, de tes forces, de ta personnalité aussi, de ce que tu veux faire. Et en fonction, en fait, tu mets en place des stratégies de funnel. Tu peux avoir jusqu'à 3 funnels dans ton business pour s'adresser à 3 types de personnes différentes, tu vois. Il faut adapter, quoi. Ok. Après, comme je le vois, peut-être Arthur aussi, et Olivier, tu me diras ce que t'en penses, hein, mais quelqu'un qui a payé, on va dire, un produit vraiment bas à 7 euros, c'est vraiment, t'as mis le pied dans la porte, quoi. Et en fait, vu avec ce truc de savoir que quelqu'un qui a déjà qui a déjà acheté normalement chez toi a plus de chances de redevenir client, qu'importe le tarif qui est derrière. Donc au final, si t'as réussi à vendre un truc, même j'en avais déjà parlé dans un autre podcast d'un type, je me rappelle en 2017-2018, qui avait lancé une formation e-commerce, et lui il avait vendu un PDF qui donnait, je sais plus, genre 100 idées de niche pour 1 euro. Et en fait, il avait fait un super beau lancement derrière.
parce que, bah, en fait, au début, il avait trouvé plein de clients avec ça. Je pense que dedans, pour 1 euro, il avait donné vraiment des vraies bonnes niches, des trucs qui étaient des bonnes idées et qui pouvaient vraiment très bien fonctionner. Donc les gens se sont dit, ah putain, il est chaud, le mec, il m'a déjà filé ça pour 1 euro. Sa formation à 997 euros derrière, bah, j'imagine qu'elle est vachement bien. Donc du coup, bah, ça a acheté facile, quoi. Ouais, alors le contre-argument de ça, parce que moi, je vais faire un peu l'avocat du diable, c'est qu'on dit que, et je suis très curieux d'avoir ton point de vue là-dessus, Olivier, que les gens qui achètent du low ticket ne sont pas nécessairement les mêmes qui achètent du high ticket. Quel est si tu veux, le taux potentiel de transformation? Est-ce que tu es d'accord avec cette idée générale? Parce que quelqu'un qui va payer 1 euro pour avoir un PDF et ensuite le pourcentage de personnes qui sont ne serait-ce que capables, enfin, c'est pas une question de capacité, mais qui se voient acheter un produit à 997, enfin voilà. Ouais, bien sûr. En fait, on pourrait aller dans la profondeur de la psychologie humaine, tu vois, pour vraiment nuancer tout ça. Le truc de mon expérience, tu vois, avec tous les clients que j'accompagne et tout, c'est que il te suffit d'avoir 3% des personnes qui upgrade de ton low ticket vers un produit premium pour avoir un funnel qui est ultra rentable en publicité, même sur call de trafic. Donc, t'as pas besoin en fait d'avoir la moitié des gens qui upgrade. Tu vois, dans l'inconscient, on se dirait, ah mais attends, ils achètent un petit produit, ils vont pas acheter un gros. Ouais, mais t'as pas besoin que tout le monde l'achète, tu vois. Si déjà tu es à 3%, tu peux aller de 3 à 20% de personnes qui upgrade, en fait, ça te fait une machine à cash de fou, quoi. Et sans dealer avec des personnes qui veulent du gratuit, des prospects non qualifiés, qui sont pas prêts à passer à l'achat, etc. En fait, tu vas déjà filtrer une grosse partie des personnes qui, de toute façon, n'auraient jamais acheté une formation à plus de 2000 euros, un truc comme ça, tu vois. Donc ça fait déjà un bon filtre. Après, si on veut aller vraiment dans la nuance, au niveau de le type d'acheteur, ben ouais, tu as différents types d'acheteurs et ça, on retrouve dans toutes les niches, si tu veux. Tu as des personnes qui vont être des acheteurs compulsifs, donc ils sont plutôt aptes à acheter du low ticket, mais tu n'as pas que ce type d'acheteur-là qui achète du low ticket. Donc, acheteurs compulsifs, ça c'est ceux qui, ben, ils voient un truc, tu sais, ils vont passer devant la vitrine, boum, ils n'avaient pas prévu d'acheter, mais ils vont acheter direct et ils prennent pas de temps de réflexion, tu vois. Après, tu as ceux qui ont besoin d'avoir un temps de répétition. Ils vont voir plusieurs fois le produit. Tu vois, tu vas les targeter sur Facebook Ads. Les dropshippers, ils savent qu'il faut toucher 11 fois la personne avant que la personne achète. Donc, tu vas être en retargeting non-stop. Ça, c'est le type de personnes qui ont besoin de répétition. Puis après, tu as les personnes qui ont besoin de prévoir à l'avance. Donc, eux, ils ont besoin de plus de temps de réflexion, prévoir ce qu'ils vont acheter avant de l'acheter. Tu vois. Donc, eux, tu ne pourras pas les avoir sur l'achat émotionnel. Et, euh, et en fait, le business du high ticket aussi, c'est beaucoup construit sur, sur l'achat émotionnel. Malgré tout, tu fais rentrer des gens sur un call de vente, ils ne savent pas que c'est un call de vente. Et à la fin du call, ils se retrouvent à acheter une formation de plusieurs milliers d'euros. Et, et en fait, ce qu'on retrouve aussi là de plus en plus, on sent que dans notre industrie, les comportements d'achat évoluent. Et, euh, et c'est de plus en plus difficile en fait de retrouver des acheteurs compulsionnels comme ça qui vont acheter plusieurs milliers d'euros sans avoir fait leur propre recherche avant, etc. Donc il faut quand même avoir fait ses preuves. Et l'avantage du low ticket, c'est que il y a déjà une transaction qui est faite. Et si la transaction elle est réussie, dans le sens la personne on lui a livré sa promesse et même on a over-deliver, ben on gagne des points de confiance. Tu vois. On gagne des points de confiance et après la personne est beaucoup plus apte à acheter quelque chose d'autre chez nous parce que elle va faire une projection de la valeur qu'elle a reçue par rapport à ce qu'elle a payé. Et si elle refait ce type de deal avec nous, alors elle va recevoir encore plus de valeur alors qu'elle aura mis plus d'argent. Alors, Olivier, moi j'avais une question pour toi. C'était pour savoir, en gros, de ce que je comprends depuis tout à l'heure, toi, tu es beaucoup sur les niches make money, mais je suppose que tu as des clients qui sont sur d'autres types de niches. Mais en gros, je voulais savoir si le low ticket fonctionne avec absolument toutes les niches ou est-ce qu'au final, et même si je me doute un peu de ta réponse, mais je suppose que ce qui marche le mieux, ça reste les niches très classiques qu'on connaît. Ça va être make money, perte de poids, peut-être tout ce qui est autour de l'amour et un peu des Spiritualité. spiritualité, ouais, qui marche vraiment solide. Est-ce que y a est-ce qu'au final, toi, t'as des clients qui sortent vraiment de ces trucs-là et qui ont des trucs qui seraient vraiment Non, il y a pas de niche qui marche mieux les unes que les autres. En fait, c'est aussi à quel point est-ce que c'est bien exécuté.
qu'est-ce que tu veux vendre en back-end? Est-ce que tu as toujours pour objectif de vendre une formation premium en back-end ou pas? Mais tu as toutes les niches passion aussi qui sont très rentables en low ticket. Disons, les niches où ce sera plus difficile, c'est les niches en fait où les CPM sont très élevés. Donc, si on parle de la publicité, tu vois, tu vas aller sur Cold Traffic, tu veux taper une niche avec du low ticket, avec des CPM qui sont à 60 euros, tu vois, aux alentours de 60 euros. Ça va être beaucoup plus difficile parce que du coup, tes coûts par clic vont être aux alentours de 2-3 euros. Et en fait, pour faire une vente à 30 euros, tu vas dépenser 60 euros, tu vois. Donc, ça va être compliqué. Après, ça dépend de à combien est ton pricing de high ticket aussi derrière, tu vois. Je sais qu'il y a des calculateurs. Moi, j'ai un calculateur de coûts et de profitabilité. Et tu vois, en fait, le prix de ton high ticket derrière fait vraiment la différence, quoi. En fait, si tu es dans la niche investissement et que ton panier moyen sur tu high ticket, il est à 10 000 euros, ben, en fait, tu es capable d'acheter un lead à 200 euros, tu vois, sans problème. Et sur du low ticket, en fait, le but, c'est d'aller chercher des leads qualifiés et après, derrière, de voir à quel point est-ce que il y a de la cohérence entre ton low ticket et ton high ticket pour qu'il y ait le maximum de conversion d'upgrade, quoi. Et donc, c'est des ajustements, tu vois. Il faut que ce soit bien fait, c'est sûr. Mais je dirais pas qu'en fait, il y a des niches dans lesquelles ça marche mieux que d'autres. Peut-être le B2C, les niches santé, perte de poids. En fait, là où tu as vraiment un système qui est applicable rapidement et le prospect le voit, tu vois, ça reste évident en fait. Le, la force vraiment d'une offre d'un funnel qui fonctionne bien, c'est son offre, à quel point est-ce qu'elle est irrésistible, applicable rapidement et est-ce qu'elle apporte des résultats à ton client aussi dans les premiers 7 jours, tu vois, il faut qu'il y ait vraiment un quick win, quoi. Et alors, du coup, juste pour comprendre, mais parce que pour connaître des personnes qui ont fait un peu de low ticket, ou alors qui ont des tunnels low ticket pour une partie de leur business de high ticket, toi, dans ton idée, t'as pas toujours besoin que ta ads du low ticket soit rentabilisée par le low ticket. Et du coup, que après le high ticket, ça devient vraiment du plus, quoi, on va dire. Toi, dans le cas, par exemple, là, tu disais pour l'investissement, du coup, si par exemple, tu as ton coût d'acquisition qui est à 200 euros, clairement, ton low ticket, il est bien moindre, mais c'est vraiment parce que tu fais le pari sur le high ticket qu'il va y avoir derrière. En fait, pour toi, le low ticket Mm. n'est qu'un point d'entrée et t'as pas, c'est pas le but, c'est pas de charger ta base email entre guillemets gratuitement, quoi. Ouais, en fait, ça a ses limites en termes de spend. C'est-à-dire que bah, tu sais que plus tu vas dépenser en ads, moins tu vas avoir de la rentabilité. Donc, si tu gagnes de l'argent avec du low ticket, tu vois, c'est parce que tu dépenses peu ou alors tu as vraiment une offre avec des grosses promesses et tout. Et du coup, derrière, c'est difficile de vendre du high ticket. Mais quand tu veux dépenser vraiment beaucoup, c'est-à-dire, j'en sais rien, à partir de 2000 euros par jour, bah, il faut pas compter en fait sur la rentabilité upfront sur ton premier funnel parce que tu vas te limiter en termes de capacité de dépense. Et donc, du coup, il faut plutôt voir combien te coûte un lead et combien te rapporte un lead. Et si tu es à 50% de perte sur ton low ticket, mais que derrière, tu arrives à avoir des leads hyper qualifiés et que ton taux de prise d'appel, il est super élevé, ton taux de show rate en appel est élevé, ton taux de conversion en appel est élevé, bah, c'est du no-brainer. En fait, après, tu dépenses, c'est des calculs, tu vois. Et le business, c'est des maths à partir du moment où bah, les choses sont bien faites, c'est cohérent, les promesses sont cohérentes, on n'est pas en train de prendre les gens pour des cons, bah, tu peux dépenser. Après, c'est juste une histoire d'ajustement en termes de dépenses et de rentabilité, quoi. C'est comme un système, le système book funnel, book call. Donc, tu vas faire passer les gens par une ads, une opt-in. Ensuite, il faut qu'ils relèvent la vaisselle. Derrière, il faut qu'ils bookent le call, etc. À chaque étape, tu perds de l'argent, mais tu sais parce que tu sais qu'au final, tu t'y rattrapes, quoi, quand c'est bien fait. Et il faut faire les maths, quoi, c'est tout. Ok, ouais, clairement, ça marche. Anto. Et la totalité de tes funnels, c'est toujours low ticket et derrière, tu as un high ticket ou tu as vraiment des tunnels qui tournent 100% low ticket? Non, moi, pendant longtemps, en fait, j'ai toujours fait que du low ticket. Pendant 4 ans, j'ai tourné que comme ça. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, si tu veux pas vendre de high ticket, ben, comment est-ce que tu fais pour avoir une LTV beaucoup plus élevée que ton coût d'acquisition?
Et le game, c'est ça. Et donc, ça veut dire avoir des business de catalogue. Donc, plutôt que de vendre une grosse formation, tu vas vendre plusieurs petites formations. Et ce qui te permet d'avoir un panier moyen beaucoup plus élevé que ton coût d'acquisition. Et voilà, et ça marche aussi. J'ai pas mal de potes qui font pas de high ticket. Ils n'ont jamais montré leur visage, etc. Ils ont des grosses listes email et ça fait beaucoup d'argent. Après, c'est beaucoup plus technique parce que c'est du vrai marketing dans le sens où il faut être très précis dans tes messages. Les offres, il faut bien qu'elles se packagent les unes avec les autres. Il faut cibler le bon avatar client, etc. Donc ça reste assez précis, c'est technique, c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Donc c'est que souvent j'ai des personnes qui viennent vers moi en me disant, écoute, moi je veux pas montrer mon visage, je veux pas faire de coaching, je veux pas me mettre en avant sur les réseaux, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, ben fais rien du tout, enfin va trouver un boulot, quoi, tu vois, à ce moment-là. Parce que il y a que les génies du marketing qui peuvent se permettre de pas montrer leur visage et de pas faire de coaching et de pas de, enfin, tu vois, il faut, euh, il faut relativiser tout ça, quoi. Ça reste très difficile à faire, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on te présente un exemple concret. Et ce que je te propose, c'est qu'on parte sur... on suppose que je suis éleveur, je fais du dressage canin. Donc voilà, mon objectif, c'est de monter un low ticket funnel pour le dressage canin. Okay. Est-ce que dans les grandes lignes, on pourrait essayer de faire l'exercice ensemble et pour que les gens aient vraiment... Parce que là, par exemple, on n'a pas encore parlé d'upsell, alors que c'est clé dans une stratégie de low ticket. Ouais. Est-ce qu'on peut créer, même si c'est fait à l'arrache, mais un espèce de produit low ticket pour que vraiment les auditeurs puissent se dire, OK, d'accord, c'est à ça que ça ressemble et OK, ça se rentabilise comme ça. Parce que je pense que là, pour beaucoup, ça doit être encore un petit peu flou. Ouais, 100%. Donc, les bases du low ticket, on va prendre un problème très spécifique avec une solution spécifique, du coup, qui puisse être appliquée rapidement, tu vois. Là, par exemple, quelles sont les douleurs, tu vois, on va cibler des douleurs. Quelles sont les douleurs de... vous avez des chiens, vous, ou pas? Non, mais Non, les mais douleurs... ça va être mon chien, et dès qu'il y a quelqu'un qui passe, il lui aboie dessus, ou il essaye de mordre les chevilles des cyclistes, tu vois. Ouais, voilà. Ça peut être une vraie douleur. Du coup, comment faire en sorte que ton chien soit moins agressif, qu'il aboie moins et ça va être sur la douleur du voisinage, par exemple. T'as pas envie que tes voisins se mettent des boules caisses pour dormir, etc. Donc, on va être vraiment sur l'aboiement. Réduire l'aboiement de ton chien et de pouvoir contrôler les aboiements de ton chien. Donc ça, c'est vraiment une méthode en 7 jours pour réduire les aboiements de ton chien et faire en sorte qu'il soit heureux avec cette méthode. Tu vois? Parce que, en gros, tu peux dire que les aboiements sont liés au stress de ton chien. Donc, réduire le stress de ton chien et en même temps réduire les aboiements. Et donc, ça va être une méthode applicable en 3 étapes. En général, on va toujours faire 3 ou 4 étapes, pas plus, parce que sinon c'est trop complexe et en dessous c'est trop simple. Donc 3-4 étapes. Par exemple, première étape, ça va être bien comprendre quel est ton type de chien. Deuxième étape, ça va être les jeux, trouver les bons jeux pour ton chien. Donc tu vas choisir parmi les jeux, etc. Et après, l'étape numéro 3, ça va être répéter ça pendant 7 jours. Et l'étape 4, en fait, ton chien, il est calme. Donc ça va être ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on met Donc ça, c'est le produit principal, c'est la méthode. Qui est la méthode en 3 étapes. Combien on le fait combien on le vend celui-là? Payer on pourrait le faire 27 €, 37 €, tu vois, classique, quoi. Okay. En bump, on mettrait... le bump, c'est le produit qui est sur le bon de commande. Donc avant d'acheter, est-ce que tu veux pas ajouter ça à ta commande? Et ensuite, on aurait 1 ou 2 upsells. Donc, si tu veux, j'ai demandé à ChatGPT quelques idées pour les upsells et tout. Comme ça, c'est nul. Vas-y. Parce que là, avec ChatGPT, tu vois, tu te dis, putain, mais c'est hyper easy et tout. Quoique, ChatGPT, il a un peu de mal avec les bons upsells. Mais en gros, les bons upsells, c'est des upsells qui vont accélérer le résultat, avoir plus de résultats, ou alors le résultat avec moins d'efforts, ou alors quelque chose carrément qui n'a rien à voir, mais une autre promesse, tu vois. Donc, il y a plusieurs types d'upsells. Alors, le bump, par contre, il faut que ce soit quelque chose qui soit facilement vendable parce qu'on a peu de lignes sur le bon de commande.
il faut que ce soit no-brainer et facilement applicable aussi. Donc, je mettrais une liste peut-être... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tout ce qui marche bien, en fait, c'est liste, idée de, template. Après, c'est pas une niche que j'ai jamais travaillé. Là, est-ce que ça pourrait être un pack de vidéos de démonstration, des bons gestes, des bons tons à avoir, des bonnes postures ou des trucs comme ça? Ça marche pas, ça. Peut-être Il ça faut pourrait que être j'ai une une promesse. liste d'ordres qui fonctionne super facilement sur un chien, par exemple, pour lui apprendre d'autres trucs. Moi, je mettrais bien, en fait, comment augmenter la qualité du sommeil de ton chien. Tu vois, un truc comme ça. Pour qu'il soit moins stressé, par exemple. Ouais, par exemple. Peut-être des musiques, ou alors, Des croquettes au CBD. ouais, quel type de croquettes? Mais tu vois, un truc, tu dis, ah tiens, j'avais pas pensé, mais ouais, ok, why not? Il faut mettre les bénéfices en fait derrière, tu vois. Si ton Ouais. chien dort bien, ben, du coup, il va être beaucoup plus calme la nuit. Voilà. Donc, tu pourrais faire ça en bump. En upsell 1, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? T'as quoi comme idée, ChatGPT? Je te valide ou non? Alors, résolution de problèmes spécifiques, attends, coaching ou accompagnement, ajouter un outil qui facilite l'application, collier, anti-aboiement et vibration. Bon, ça, c'est Ouais, pour non. lui comme. Moi, tu sais ce que je mettrais? Je mettrais comment Module bien. cas extrême, chien très anxieux, traumatisé ou des races très aboyeuses. Non, c'est trop spécifique. Enfin, c'est pas trop spécifique, mais c'est le segment de marché est trop petit par rapport à la cible du produit principal. Moi, là, ce que je mettrais, ça serait plus en upsell 1, comment bien gérer les balades, peut-être. Hmm. Faire en sorte que ton chien, il n'aille pas courir à droite à gauche, voir les autres chiens. Ou J'en ai alors, un qui peut-être est pas mal aussi. C'est un truc, un protocole quand t'es pas là. Solution anti-aboiement, mais quand t'es pas à la maison, quoi. ouais, c'est clair, ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Comment, ouais, le process pour apprivoiser ton chien à tes absences, faire en sorte qu'il ne stresse pas quand tu n'es pas là et qu'il la voit pas. Ouais. Et ça, tu le fais payer combien, par exemple, un upsell comme ça? Le premier Upsell, il faut upsell? toujours le mettre plus cher. Ça pourrait être 97, 67. Ok. Ouais, tu peux aller jusqu'à x10. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc Tu pourrais tu faire un pourrais upsell à vendre un 300. truc à 300 balles, ouais, direct. Ouais, tu pourrais faire un upsell à 300. Après, si tu as 10% de conversion, bah, ça double ton panier moyen, tu vois. Donc, c'est pas mal. Ah, clairement. J'ai une cliente qui a fait upsell à 1000 balles. Formation 27, upsell à 1000 balles. ROS 14. Ouais. Donc, Solide. après, comment est-ce que tu le présentes, tu vois? Il faut, il faut avoir la bonne offre aussi. Ouais. Si tu veux appliquer exactement ce qu'Olivier explique ici, son accompagnement complet est dispo dans la description. Il te montre étape par étape comment mettre en place un tunnel low ticket qui renvoie vers high ticket, le même qui lui a permis de générer 170 000 € de CA en un mois. Le lien est juste en dessous et l'avantage du coup, c'est que c'est pas cher. Allez, on reprend. Ok. Et des upsells, là, on va en avoir combien au total sur une offre low ticket comme ça? Si derrière, tu as l'intention de vendre du premium, j'irai sur 2 maximum Ok. pour pas niquer la relation, quoi. Ouais, ok. Et t'as Ça, des downsell aussi ou pas? Genre les gens ils Ouais, refusent le premier, tu peux faire downsell paiement en 2 fois. Bah, si tu Ok, fais l'upsell à 97, c'est la même offre, mais en paiement en 2 fois. On va éviter ok. de réduire le prix sur les downsell, pareil, pour garder Ouais, la la relation relation. client. Ouais. 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 Ok. Ouais, surtout, alors ça c'est vraiment le truc pour moi, ça fait tellement cheap et forceur, tu sais, le quoi, tu veux pas le prendre à 67? Bah attends, là je te le fais à 47 parce que je suis bon prince. Ah, ouais. Ouais, ouais. Mais tu sais, en fait, ça c'est vraiment des techniques à l'américaine. Et le problème, c'est que vraiment le marché français est différent, quoi. Sur tout ce qui est vente, les techniques de vente, en fait, le marché français ne raisonne pas du tout de la même manière, donc il faut faire attention à ça, la culture française. Tu peux pas dupliquer un funnel américain sur le marché français, ça va pas du tout avoir les mêmes statistiques. Mais c'est surtout, je me dis, imagine derrière, tu veux vraiment mettre un truc premium, donc on va dire que tu vends un truc à 1997 €. La personne qui s'est déjà pris la downsell, tu sais, elle sait limite que ton fonctionnement, c'est ça. Donc du coup, je sais pas, elle se retrouve dans un call, elle dit ah non, 1997 €, c'est trop cher et tout. Ah bah aujourd'hui, exceptionnellement, on te le fait à 1397. Ah bah ouais, vas-y. Tu vois, et voilà, Il y en a qui le font comme ça en plus. Mais c'est ça, non mais ouais, ouais.
c'est mauvais, ouais, c'est mauvais. Pour ta brand aussi, C'est ça. Je trouve que clairement. pour la brand, ça fait vraiment éclater, quoi. Pour moi, ça fait le vendeur de tapis ultime, quoi. Et après, limite, tu lui dis 1397, non. Ah bah écoute, allez, 997 dernier prix et enfin voilà, ça fait vraiment, t'es en train de faire de la négoce, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, faut éviter ça, ouais. Ça attire pas les bons clients, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Ça, pour moi, c'est vraiment que t'attires des clients éclatés. Je pense que c'est le genre de client derrière, quand tu les as en format ou un truc comme ça, ils passent leur vie à te poser des questions de merde, ils ont rien regardé et tout. Enfin, pour moi, il y a un pattern là-dessus, hein. Ouais, C'est mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, c'est sous-coté en fait la sélection de tes clients, quoi. Souvent, tu sais, tu vas, tu vas avoir un mois où tu dis, bon, allez, je fais rentrer du chiffre et tout, je fais rentrer des clients. Et donc, tu acceptes un peu tout le monde. Et à la fin, tu te retrouves, en fait, il y a des clients qui coûtent vraiment cher, quoi, en attention, en santé mentale et tout. Et putain, je, je viens de faire rentrer un boulet là. J'aurais mieux fait, en fait, de pas prendre son argent, quoi, parce que ça coûte trop cher. Tu sais que Donc, ouais, c'est important ça. j'avais déjà entendu des infopreneurs qui en parlaient une fois de cas comme ça. Tu sais, tout le monde en a déjà eu des un peu, entre guillemets, boulets comme ça. Mais il y en a qui avaient vraiment des boulets de l'enfer, genre des vrais, tu vois, extrêmes. Et en fait, il me semble qu'à des moments, ils disent, écoute, je te rembourse. Et en gros, tu restes dans la format si tu veux, tu gardes tout, je te rembourse, mais tu poses plus de questions. Et j'avais déjà, C'est du- j'avais déjà entendu ça et je comprends en fait parce que c'était des personnes qui fonctionnaient avec des coachs et en gros les coachs étaient harcelés par juste tu vois, imagine tu prends un client et juste qui ne regarde même pas la formation vidéo et juste toute la journée il te pose des questions au lieu juste de regarder la vidéo. Normalement t'en as ras-le-bol, le coach il a pas que ça à foutre, il y a pas il a peut-être 20 autres clients à aider à avancer dans les projets et tout. Si t'en as un qui te prend toute ton énergie, franchement tu lui dis écoute, allez reprends tes 2000 balles, c'est Ah ouais. cadeau et juste tu nous laisses Mais, tranquille, mais quoi. même ce process, tu vois, même ce process-là de bien sélectionner les clients, ça doit être aussi un process dans ton système d'acquisition, tu vois, d'avoir la bonne promesse, pas mettre des garanties, tu vois, trop hautes et tout, parce que ça attire les mauvais. Euh, Ton branding, comment tu te positionnes, ton message marketing, ton offre, etc. Tout ça, en fait, ça va attirer des personnes différentes selon où est-ce que tu places ton curseur. Et Ouais. c'est pour ça que souvent, quand on regarde le taux de conversion, on dit ouais, je veux le taux de conversion le plus élevé possible. Ouais, mais à quel prix, tu vois? De faire rentrer des gens qui sont pas du tout alignés avec ce que tu veux. Au final, tu as un business que tu détestes. Tu as un business qui est pas scalable. T'es l'esclave de ton business avec des gens que Ah t'as ouais, pas envie de gérer et tout. Ouais, ouais. ça je pensais clair. Mais Combien il y en a qui. C'est pour ça aussi tes objectifs, quand tu dis ben, moi je veux faire 100K par mois, machin. En fait, faire de l'argent, c'est pas du tout un problème. Tu vois, dans nos industries, on est quand même là, on a la chance d'avoir des industries en pleine croissance et tout. C'est pas un problème de faire de l'argent, mais à quel prix? Et quel est ton lifestyle? Est-ce que tu veux passer des heures et des heures avec des gens que tu n'aimes pas? Est-ce que tu veux, ouais, comme tu disais, l'esclave de ton business, tu es partout à la fois et tout. Donc il faut vraiment avoir dans tes objectifs business aussi te dire qu'est-ce que je veux vivre dans mon business. Tu vois, est-ce que je veux être en ligne dans mon business? Je suis dans ma mission, je travaille avec des gens que j'aime, mes clients, ils sont dans la gratitude, tu sais, c'est de l'énergie qui se renvoie. Donc ça c'est super important, hein. et tu vois, pour te faire le parallèle, nous, du coup, notre produit, du coup, c'est la Wizard Academy, qui est une formation Make Money Affiliation. Euh, et en fait, on s'est rendu compte en faisant certains podcasts ou même en communiquant certaines choses que vraiment, tu vois, par exemple, là, vraiment, nous, quand on communique, et parce que c'est notre façon d'être aussi, c'est on répète très souvent que, bah, en gros, si tu bosses pas, t'as pas d'argent. C'est le boulot et le nerf de la guerre. Il faut charbonner et tout ça. Et en fait, on a vu que quand on faisait certains podcasts qui étaient plus orientés, tu sais, petits hacks, techniques un peu, faire des sous facilement et tout ça, bah, en fait, là, t'amènes plein de trafic, mais vraiment, c'est le trafic que tu veux pas spécialement dans le tas. Évidemment, tu mets pas tout le monde dans le même panier et dans le tas, t'as des gens qui sont qui ont compris la valeur du travail et tout, mais tu as aussi énormément de personnes qui vont juste être là en mode ouais, moi je veux faire ce petit hack, ça va faire plein de sous et comme ça, enfin tu vois, on part dans l'excès comme ça, dans 2 ans j'ai ma Lamborghini et tout.
Enfin, et ça, c'est vraiment, C'est un équilibre, hein. C'est vraiment ouais, un c'est ça, c'est équilibre. un Pour ça, le équilibre. marketing, y a pas de science, tu vois, il faut pas non plus aller dans le tout contraire, c'est-à-dire vraiment balancer tous les problèmes que tu vas avoir quand tu Ah, vas bien sûr. rencontrer, tu vois. Il faut quand même que le truc soit sexy, avoir une belle enveloppe, ton produit, il vend du rêve. Il faut avoir ce truc-là. Je pense qu'il faut pas avoir peur, tu vois, vraiment dans les industries, il faut montrer que tout ce qui est possible, tu vois, d'atteindre si tu passes à l'action, etc. Mais pas faire de fausses promesses, pas faire de garanties qui sont irréalisables et avoir un équilibre, ouais, avoir un équilibre. Bah, je sais que Euh, nous, dans notre cas, en fait, on dit un peu les top chiffres que tu peux faire et tout ça, mais par contre, on dit que c'est pas à la portée de tout le monde, en fait, que ceux qui le font, bah, en général, c'est parce qu'ils s'en sont donné les moyens. C'est pas, genre, il y a pas de magie, il y a pas de secret, il y a pas de truc très spécifique. T'as une recette, si tu l'appliques vraiment très bien et que t'es charbonneur, tu peux avoir les très gros résultats. Si tu l'appliques à moitié, bah, t'auras la moitié des résultats, quoi, en gros. ouais. Et voilà, comme ça, t'as à la fois la réalité, t'as quand même bah, la vraie promesse qui est réelle, en Ouais. fait. Mais il y a des secrets aussi. Ouais, Moi, je bien suis sûr. vraiment Ouais, il y pour a des dire qu'il y a secrets, des ouais. secrets, tu vois. Je suis vraiment pour, dans le marketing, dire, ouais, il y a des secrets, parce qu'il y a des manières d'appliquer les choses de différentes manières. Et le fait d'être mentoré par quelqu'un qui l'a fait, il y a plein de trucs auxquels toi, tu penses pas parce que ça te paraît évident, mais quelqu'un qui débute, et en fait, il va faire toutes les erreurs imaginables. Et toi, tu as tous les secrets du fait que tu sais la différence entre un truc qui marche et un truc qui marche pas. Tu vas lui transmettre, il va gagner du temps, il va gagner beaucoup plus d'argent que s'il le faisait tout seul, quoi. À toi, t'as les 20% des petits secrets qui font les 80% des résultats, quoi, la plupart du temps. Parce que tu t'es Ben, déjà cassé les dents ouais. sur ce qu'il y a sur les étapes d'avant, quoi. Mm. Arthur, Antoine. Anto, est-ce que tu as une petite Ouais. question? Quelles sont pour toi les meilleures sources de trafic en ad? En ads, alors, déjà, on va parler il y a différentes plateformes, quoi. Si tu vas avoir du YouTube Ads, du Meta Ads, LinkedIn, ça peut être TikTok, il y a quoi d'autre? Il y en a plein. Mais comment est-ce que j'organiserai mon système d'acquisition en fonction de mes objectifs? C'est que déjà, je vais me demander où se trouve mon avatar client idéal, où est-ce que moi je suis le plus actif, et en fonction de ça, je vais choisir une plateforme. Tu vois, si toi déjà tu as une chaîne YouTube qui fonctionne bien, avec du contenu de qualité, et que tu sais que ton client idéal il est sur YouTube, bah alors tu vas faire du YouTube Ads, tu vois. Why not, quoi. C'est une bonne plateforme. Après, peut-être qu'il y a des plateformes qui sont vraiment moins optimisées pour la conversion que d'autres. Moi, j'ai pas tout essayé non plus, tu vois. Je connais bien YouTube, Meta Ads. Après, le reste, moins bien. Et sur Meta, je sais que Meta, c'est une plateforme qui est quand même bien avancée en termes de targeting. Tu peux avoir des coûts d'acquisition qui sont très bas, mais tu peux aussi avoir du trafic de très mauvaise qualité selon le message que tu mets en avant, tu vois. Mais ce qui est bien avec Meta, c'est que tu peux tester plein de messages, plein d'angles très facilement, et ça va pas te coûter cher en testing. Alors que YouTube Ads, les impressions ont tendance à être plus haut, parce que trafic en moyenne de meilleure qualité. Les personnes qui passent du temps sur YouTube en général sont de meilleure qualité que les personnes qui passent du temps à scroller sur Insta. Mais il y a de tout en fait sur toutes les plateformes, donc ça dépend aussi beaucoup de ton message, de ton positionnement de ta brand. Aujourd'hui, en fait, tu peux pas non plus faire que de l'acquisition sans avoir une brand. C'est de plus en plus difficile. Donc, il faut rassurer les personnes en montrant que tu es compétent, que tu es digne de confiance, que tu as eu des résultats par le passé, etc. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont presque obligatoires aujourd'hui, quoi, pour moi. Ça permet aussi d'augmenter la qualité de ton trafic, de ta conversion, quoi. Ok. Alors, je vais revenir sur une question que tu as posée, Franck, un peu plus tôt, mais est-ce que tu as quand même ce truc, toi, en low ticket, que tu constates, parce que en parlant beaucoup avec des infopreneurs autour de nous, c'est quand même un constat qui est assez global, mais ça se trouve, c'est pas le cas sur le marché du low ticket, qu'il est beaucoup plus simple tu vois, je parlais en déconnant du dressage canin, tu as parlé des niches passion, mais en gros, il est beaucoup plus simple, / souvent plus rentable, en tout cas plus facilement rentable,
d'être sur une niche qui n'est pas dans la thématique make money. Parce que moins concurrentiel, parce que les gens sont moins habitués à se bouffer du marketing dans la tronche en boucle. Est-ce que tu as ce constat-là ou alors vraiment ça marche Non, pas partout de la même forcément. manière? En fait, il y a des avantages et des inconvénients. Tu vois, c'est sûr que tu viens avec un système d'acquisition très simple, même avec un message qui est très basique. Tu vas sur une niche type comment élever des escargots. Tu vois, ma fille, elle est passionnée d'escargots. Et je lui disais, putain, on pourrait peut-être lancer un truc, tu vois. Bon, après, je lui dis, calme-toi, moi j'ai des idées qui fusent. Mais ouais, tu viens avec un message très basique, comment élever les escargots, faire en sorte qu'ils vont pas mourir dans les 3 prochains mois, tu vois. Et ça suffit en fait pour faire des ventes. Mais derrière, est-ce que tu vas pouvoir vendre une formation à 2000 € là-dessus? Non. Donc, par contre, en Make Money, vu que tu es sur des niches ROI, bah, tu peux te permettre de pricer beaucoup plus haut. Et après, il faut juste être un peu plus créatif que les autres sur ton marché. Donc, pour moi, en fait, c'est pas plus facile ou pas, c'est juste qu'il y a des avantages et des inconvénients. C'est sûr que si tu es sur des niches qui sont un peu plus saturées, un peu plus avancées en termes de sophistication marketing, bah, va falloir être un peu plus créatif quoi, que les autres. Et du coup, il faut être meilleur que tes concurrents. Mais si tu arrives à surpasser tes concurrents, et en vrai, sur le marché français, c'est quand même faisable, quoi. Tu peux gagner énormément d'argent, quoi. Et en fait, c'est les niches où il y a le plus d'argent, quoi. Et il n'y a pas. C'est des niches, en fait, qui sont en pleine croissance. Donc, tu peux y aller. Il faut juste travailler un peu plus que les autres. Mais le retour sur investissement est beaucoup plus élevé que sur les autres niches, quoi. Moi, je le vois, si tu veux, j'ai fait l'expérience. J'ai travaillé dans pas mal de niches. Tous les tunnels low ticket que j'avais avant, c'était dans niche bien-être. Donc, on faisait perte de poids, relaxation, méditation, santé naturelle, etc. Et ça marchait très bien. Ensuite, on a décidé d'ajouter du high ticket à toutes nos listes. Et on a commencé à recruter des coachs. Et on était notamment dans la niche là où on a le plus percé, c'est les kilos émotionnels. Faire en sorte que les femmes perdent leurs kilos émotionnels. Et donc, on avait 12 coachs dans cette niche-là. Et on faisait low ticket ou high ticket. On a fait aussi du webinaire, du VSL, on a fait un peu tout. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, quand tu vends du high ticket sur ces niches-là, tu n'es pas sur du ROI. Donc, il faut closer à l'émotion, 100% à l'émotion. C'est pas facile. C'est difficile de pricer cher. Donc, déjà, on était à 3000 €. C'était très difficile. On fait partie des plus chers du marché. Il faut avoir des bons closers. C'est pas que des closers qui vont faire des maths sur Google Sheet et qui va dire, tu vois, tu mets 5000 € maintenant, mais dans 3 mois, tu peux faire 5000 € par mois si tu suis la formation. Ça, c'est facile à closer, tu vois. Mais closer des niches qui sont pas ROI positifs, c'est très difficile. Donc, c'est des business qui sont quand même, il y a plein d'inconvénients à gérer ce genre de business. Et nous, on le voit pas parce que, voilà, de toute façon, à partir du moment où tu es dans un business, tu as l'impression qu'ailleurs, c'est plus facile, c'est plus beau, parce que les autres montrent tout ce qui marche, tu vois. Toi, tu vois pas ce qui marche pas chez eux. Donc, tu as ce biais-là, mais il y a toujours des inconvénients en fait dans toutes les niches. Et moi, après avoir fait ce business-là, pendant 2 ans, on avait vraiment une usine à gaz avec 5 closers, 17 heures, 12 coachs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Ça fait combien d'appels par semaine, ça, pour 5 closers on avait entre 20 et 40 appels par jour. Ok. Ouais, c'était voilà, il fallait gérer. On appelait tout le monde au téléphone en call traffic, donc tous les acheteurs du low ticket, même tous ceux qui s'opt-in. C'est pour ça qu'on Ok. avait beaucoup de setters, parce qu'il n'y avait pas d'IA à l'époque. Ouais. On appelait tout le monde à l'inscription et on envoyait sur des calls et puis c'était l'usine, quoi. Mais le problème de ce genre de business, déjà, on n'avait pas vraiment de brand forte, parce que c'est tout en traffic cold. C'est moi qui scriptais tout, donc il n'y avait pas une brand qui était alignée avec une histoire, une mission, etc. Enfin, il y avait une mission d'entreprise, mais pas la mission de la personal brand. Et ça manque. On est quand même dans une ère de la personal brand aujourd'hui. Tu peux pas juste créer des entreprises avec des brands d'entreprise. Ça marche beaucoup moins bien, tu es beaucoup moins rentable que quand c'est personnifié. Et puis après, il faut avoir un business qui est aligné avec qui tu es, tes valeurs, ta vision, quoi. Et moi, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à accompagner les entrepreneurs, leur transmettre mon expérience, ma créativité marketing. Ça me permet en fait, d'assouvir ma créativité en évitant de lancer 1000 projets à la fois. Donc, il faut que je sois aligné avec le truc, tu vois. Et ça marche beaucoup mieux. Bah, globalement, j'ai un peu l'impression que... Parce que du coup, aujourd'hui, tu es plus sur du B2B. Tu es moins sur du B2C comme à l'époque. Et j'ai un peu l'impression que c'est quand même plus confortable quand on peut se permettre d'en faire
à Ouais, beaucoup de niveaux. c'est ça. Mais c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut avoir la légitimité pour le Bah truc. ouais, bien sûr. Est-ce que tu as des VSL? Parce que c'est vrai que ça, je crois pas qu'on en ait parlé, mais par exemple, si je tombe sur une de tes pubs sur Facebook, je clique, j'arrive sur une VSL ou alors j'arrive sur une page de paiement direct parce que tu m'as déjà vendu le produit dans la publication Facebook. Non. En fait, moi, là, actuellement, c'est page de vente parce que j'ai testé VSL versus page de vente et ça convertit mieux juste avec la page de vente sur mon type de produit, hein. Ça dépend de mes clients. Il y a certains clients sur qui on part sur VSL, full VSL, certains sur on part sur VSL plus page de vente. Mais disons que ça va dépendre de ton avatar client, de ton offre. Si tu pars sur sur un avatar client qui cherche à avoir des résultats rapides, qui est plus en recherche de dopamine, du coup avoir un retour sur investissement, etc. Il va falloir démontrer le mécanisme rapidement et en fait qu'il puisse savoir comment ça marche rapidement, tu vois. Donc on va plutôt se retourner vers une page de vente ou alors Ok. mini VSL plus page de vente. Par contre, Mm. si tu es sur une offre où la personne a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'elle doit sortir de sa douleur, si la solution est vraiment adaptée à elle, parce qu'elle a testé plein de solutions, type perte de poids par exemple, problème de relation et tout, les personnes qui sont dans la douleur comme ça, elles ont besoin de plus de temps, plus d'éducation avant d'acheter un truc. Donc là, on va plutôt être sur VSL unique avec délai d'apparition du bouton. Mais voilà, après, c'est toujours du testing et, euh, et moi, je teste toujours les deux modèles, hein. Anto? Anto, Est-ce que tu as des petits quick wins pour mieux convertir sur tes pages de vente? Bah, déjà, je pense que ça, c'est un bon truc ce que je viens de dire là. Après, sinon, les pages de vente scannables, où en fait, la personne peut scanner du début à la fin et voir de quoi il s'agit, et ensuite pouvoir aller chercher en fonction des besoins. Ça, c'est quelque chose qui marche bien aujourd'hui sur tout ce qui est résultat rapide. Donc, il faut, en gros, tu vas devoir mettre en avant plusieurs points. Pourquoi est-ce que ta méthode euh, s'adresse à leur problème? Ok, on va cibler un problème, une solution spécifique. Ensuite, tu vas devoir démontrer visuellement la différence entre ton mécanisme et le mécanisme, enfin les autres solutions qui existent sur le marché auxquelles elle pourrait penser, tu vois, et lui montrer que c'est évident que la tienne, elle est beaucoup plus facile, plus adaptée à son problème et que ça va mieux marcher. Donc ça, il faut que tu arrives à l'illustrer visuellement. Si tu arrives à faire ça, tu as gagné pratiquement. Après, tu mets un peu de storytelling, tu mets un peu d'explication de comment ça marche, étape 1, 2, 3, et tu mets des bonus qui répondent aux objections et c'est OK, tu vois. Est-ce que tu as vu passer, parce que là on parle des niches et tout ça, et notamment des niches un peu make money, tu as vu passer le truc PDF farming il y Ouais. a quelques mois Aux US, ouais. aux US, et moi je trouve que ça a vachement rayonné partout, parce que moi je me prenais les pubs en boucle et je Ouais. trouvais ça ultra alléchant et tout. T'as eu les infos sur les chiffres? Parce que moi j'ai vu un screenshot et je sais pas si c'était vrai ou pas. Et toi, t'as l'info sur les chiffres ou pas spécialement de ça? De combien lui fait, combien Ouais. lui génère? Bah combien il Oh, a généré quand il a lancé, tu sais que ça a inondé vraiment fort. je pense qu'il a fait énormément d'argent parce que la promesse, elle est parfaite, sauf que le produit ne marche pas. Moi, je le sais très bien parce que j'ai été dans cette industrie de vente de PDF, vente de formation, machin, un petit produit. Si tu n'as pas de personal branding, ça marche pas. Enfin, Ok. aujourd'hui, en tout cas, ça marche pas. Période de Covid, bah, tu lançais un funnel, c'était bien exécuté, tu gagnes de l'argent. Aujourd'hui, c'est terminé. Les gens, ils ont besoin d'avoir la réassurance, de savoir qui est derrière, les Ouais. témoignages, les machins. Il faut que tu aies des réseaux sociaux. Donc, non, ça marche pas. Par contre, ouais, la promesse de bah, tu crées un PDF avec ChatGPT, tu fais une page de vente avec ChatGPT, tu l'envoies en pub sans montrer ton visage, tu as travaillé quelques heures dessus et tu gagnes de l'argent, la promesse, elle est belle, hein. Donc, Ah, ouais, je c'est pense clair. qu'il a fait beaucoup d'argent. Parce que Après, bon, je crois que j'ai vu un chiffre, c'était 1,2 million en un mois, je crois, le mois du lancement. ouais, ouais, Ça te l'argent, paraît possible? Ah ouais, ça l'argent, c'est faisable, ouais. largement? Ouais, Ok. puis après, derrière, il va vendre un produit à 5K, 10K, des funnel done for you et tout. Ouais, ouais, il a dû faire beaucoup d'argent, mais bon, je pense que ça, c'est des coûts que tu peux faire sur 2 ans, 3 ans max, et après, t'es grillé.
Donc, c'est ça. Est-ce que tu veux être là sur le long terme ou est-ce que tu es là pour faire un coup Mais en général, les Ah, là, c'est personnes un qui beau font coup des pour le coup. coups, mais même si tu fais un coup à 10 millions, en fait, l'argent que tu gagnes de cette manière-là, c'est rarement de l'argent que tu gagnes sur le long terme. C'est de l'argent en général que tu vas dilapider rapidement et après tu repars à zéro. Parce que c'est aussi dans la mentalité de ce genre de personnes, faire de l'argent rapide, ils vont le dépenser rapidement et après ils vont devoir refaire pareil. Ils sont dans une roue de hamster. Ils n'arrivent jamais à créer des business sur le long terme et donc ils seront jamais riches. Ça, c'est... J'ai l'impression qu'il parle de nous. À l'époque, parce que là, ça fait bien À longtemps qu'on fait l'époque, plus Ouais, mais après, des trucs comme ça. tu peux ça passer y est, les on s'est caps. Hein. assagi. Mais, Tu vois, tu peux passer mais, les caps. ouais, mais parce que nous, après, je rigole parce qu'on est dans un business très, qui à la base est très particulier, l'édition de site, et là, on est en train de se stabiliser. Mais c'est globalement, c'est des coups sur coups, quoi. Hein. Et aujourd'hui, c'est très dur pour nous de ne pas sauter sur les coups. D'ailleurs, il y en a certains ici qui sautent toujours dessus. On se citera personne. Mais les gens savent, les fidèles auditeurs savent de qui je parle. Mais il y a pas de, en fait, il n'y a pas de problème avec ça. C'est différents types d'entrepreneurs. À partir du moment où, en fait, tu te connais, moi, je sais que je suis le genre d'entrepreneur bourrin, tu vois, en mode acquisition, tu vois, acquisition, on y va, on est focus sur faire des ventes, faire des chiffres. Je suis content quand je vois mon dashboard qui augmente, tu vois. Et après, tu vas avoir les business qui sont plus, les entrepreneurs qui sont plus en mode ingénieur, tu vois. Ils vont tout calculer, tout machin, faire les choses bien, prends pas de risques. Et il faut bien se connaître, quoi, c'est tout. Après, si tu es en mode entrepreneur où toi, tu as besoin d'avoir du momentum, tu as des périodes de haut, de bas, tu sais que tu es comme ça, tu vois. Tu vas pas être l'horloge suisse, toujours stable, no émotion. Ça marche bien. Hein. Est-ce que, moi j'avais une question, parce que du coup tu as dit que sur un précédent business, tu avais une belle équipe de closers. Comment tu as fait pour, parce que surtout tu nous l'as répété, mais à juste titre, au-delà de closers, il faut des bons closers, surtout sur les business sur lesquels tu étais. Comment tu fais pour trouver ces gens-là? Bon, closer, il faut aller à la source, donc être en relation avec les bons formateurs closing. Et ça, c'est important parce que tu as les mauvais formateurs closing qui, eux, essaient de refourguer leur closer débutants. Et il faut nouer des relations avec les formateurs, avec les bons formateurs. Et puis après, c'est une histoire aussi de toi, à quel point est-ce que ton entreprise est prête à accueillir un bon closer. Donc, il faut que tu aies des datas sur ton taux de closing, ton lead flow, ton nurturing, à quel point est-ce que il va pouvoir se projeter, il va pouvoir faire du volume chez toi, le taux la formation, à quel prix elle est, etc. Et donc, il faut que en fait, le closer il puisse se dire, ouais, ici, je vais pouvoir faire de l'argent parce que je vois exactement les statistiques, la moyenne du taux de closing. Est-ce que toi, si tu es meilleur, ben, tu vas pouvoir faire un peu mieux, mais du coup, voilà ce que tu vas pouvoir gagner, tu vois. Tu fais les maths avec lui. Il faut qu'il puisse se projeter. Ouais. Ok. Mais après, c'est beaucoup de relations, entretien de relations aussi. C'est un closer, il faut le faire progresser, quoi. Dans la Wizard Academy, nous, on parle de plus en plus de YouTube pour faire son acquisition et même de YouTube en faceless. C'est-à-dire qu'on a une partie de notre formation qui est dédiée à faire de l'affiliation avec YouTube faceless qui, à nos yeux, est un énorme Eldorado. Là, aujourd'hui, on parle d'infoproduits, pas nécessairement d'affiliation. Est-ce que tu penses que, même si tu en as parlé plusieurs fois, le branding, c'est important, se montrer, c'est une vraie plus-value, est-ce que tu penses que si demain je lance des chaînes YouTube ou ne serait-ce qu'une chaîne YouTube en faceless sur une thématique spécifique, on va prendre comme ça par exemple le secteur de la finance, est-ce que tu penses que je peux utiliser le ticket pour rentabiliser mon audience, pour... Ouais, 100%. En fait, il faut bien faire la différence parce que parfois, moi, je ne fais pas la différence entre trafic organique et trafic payant. Quand je dis le PDF farming, ça ne marche pas, sur trafic payant. Par contre, si tu es bon à créer des Instagram, faceless, machin, tu arrives à générer du trafic en organique, comme vous faites avec les sites, etc., le positionnement SEO, les chaînes YouTube, tout ça, c'est trafic organique que tu ne payes pas. Et c'est du trafic gratuit. Et donc, tu peux vendre des PDF là-dessus, tu peux vendre des mini-formations là-dessus. Ouais, tu peux faire beaucoup d'argent comme ça, sans montrer ton visage. Hein. Par exemple, si tu vends une formation sur l'élevage du chien, tu n'as pas besoin de montrer ton visage pour vendre du low ticket.
Par contre, si tu fais de la publicité, ouais, là, vu que tu payes, il faut que tes taux de conversion soient plus élevés et tout. Et donc, du coup, il va falloir que tu aies une brand forte. Mais en vrai, si tu es sur trafic organique, non, tu n'as pas besoin de montrer ton visage. En fait, So- l'enjeu, ça va être de créer une bonne chaîne YouTube, d'être bien niché, d'avoir un bon positionnement, un bon contenu de qualité, apporter de la valeur aux gens, pas faire un truc random, tu vois. Il faut être bon dans ton contenu, ouais, c'est ça. Moi, j'ai le cas d'un mec que je suis depuis quasiment ses débuts et j'aime bien regarder. Au début, j'avais acheté une formation où il apprenait à faire de la TikTok Money et je voulais voir comment faire percer rapidement des TikTok. Petit à petit, là, il est passé sur en mode euh, faire des Reels, Instagram, faceless sur des sujets pour vendre du low ticket derrière. Bref, et du coup, je suis un petit peu ce qu'il fait. Et au début, il a commencé, il faisait quelques milliers d'euros par mois. Et je pense que là, vu qu'il documente régulièrement ses chiffres, combien ça lui rapporte et tout, je crois que là, il a passé le palier des 20 000 euros par mois. Alors certes, ça a pris du temps, ça doit. Mais en vendant de la formation low ticket En ou vendant de en la formation monétisant? low ticket, en étant faceless. Oui, mais est-ce qu'ils vendent de la formation pour apprendre aux gens à faire du low ticket? Bah ouais, du coup, ouais. Ouais. Pour moi, c'est le problème. J'aurais bien aimé le même exemple, mais de quelqu'un qui fait vraiment de l'oseille en vendant du low ticket enfin, tu vois, sans apprendre à le faire, Mais quoi. ça, tu peux, Arthur, ça, tu peux. Non, mais je sais qu'on peut, mais c'est juste, j'aurais préféré que l'exemple, ça soit ça, parce que la réalité, c'est que, Ah, il est juste dans la niche make money, quoi. Ouais, Enfin, ouais. globalement, il est juste dans la niche make money et il t'apprend à faire du low ticket, Ouais, non, mais push je en dis pas le contraire, organique. ouais. Tu vois, c'est un produit Mm. comme un autre, mais en tout cas, lui, il commence à faire des chiffres intéressants. Après, t'avais à l'époque, t'en avais sur YouTube euh, qui était monté à 30, 40 000 par mois, je crois. Mais je pense que quand vraiment tu montes pas ta tête, t'as un cap au bout d'un moment. C'est un. Non, non, il n'y a pas de Pour cap. toi, il y a pas de Non, cap? Ah ouais? en fait, ça dépend à quel point tu es bon en business et derrière ton back-end il est Ouais. solide, comment tu monétises ta liste, tu vois. Mm. Mais en fait, le biais qu'on a, nous, c'est qu'on ne voit pas les chiffres, en fait. Et ceux qui font plus d'argent, ils n'ont aucun intérêt à dire qu'ils font de l'argent. Parce qu'à Mm. partir du moment où ils montrent les chiffres, leur business, il est terminé. Enfin, et c'est trop risqué pour eux, tu vois. Il y a quelqu'un qui va copier entièrement leur truc et voilà. Ils n'ont aucun intérêt à montrer. Et d'ailleurs, ceux qui montrent, en général, c'est ceux qui font le moins d'argent, quoi. Parce qu'ils ont envie de vendre un truc sur l'opportunité de faire pareil qu'eux. Ouais. Mais ouais, nous, on voit pas, en fait, ceux qui font beaucoup d'argent. Moi, j'en connais quelques-uns qui font beaucoup d'argent, qui montrent pas leur visage et tout. Ça fonctionne. Mais, euh, mais en vrai, on a aucune data, quoi. Parce que quelqu'un qui monte une chaîne YouTube sur, j'en sais rien, moi, comment créer des parfums et les revendre. Ben, il n'a pas forcément besoin de montrer son visage. Tu vois, s'il est bon dans la création de contenu et tout, il peut faire beaucoup d'argent. Ouais, tu vois, Et on peut créer excuse-moi, Franck, on peut créer de la grosse confiance avec son audience sans montrer son visage aussi. Ah ouais, ouais, tu peux faire de la relation, ouais. pour moi, il y a la niche, par exemple. Là, vraiment, en pure faceless, c'est qui, à mon avis, peut monter haut, c'est tous ceux qui font de la formation Excel, qui est une grosse niche. J'aurais jamais cru que c'était une grosse niche, mais pour avoir entendu parler souvent de cette niche, apparemment, ça carbure fort. Et c'est vrai que là, que tu te montres ou que tu te montres pas, au final, ça change rien. Alors que je trouve, par exemple, que si tu fais de la formation natation, bon, dans tous les cas, t'es obligé de montrer des mouvements, donc t'es obligé de te montrer, mais je trouve que c'est des trucs où, par exemple, le physique entre en jeu. Par exemple, je sais pas, peut-être tu me diras ce que t'en penses, mais toi, avant qui a été dans la perte de poids, dans le bien-être et tout ça, est-ce que du coup, il y avait un intérêt à ce que les coachs ou que au moins il y a un visage qui soit un peu fit, tu vois, et qui soit bien? Est-ce que ça Ouais, augmentait mais vraiment? même au-delà du physique, en fait, c'est la personnalité, les valeurs, les Ouais, convictions, la mission de vie. ok. Euh, les- Il y a toujours un edge à avoir une personal brand. Il y a toujours un edge à avoir une personal brand parce que on vend à des humains et les humains, ils ont envie de faire confiance quand ils donnent leur argent à quelqu'un. Il y a moins de confiance quand c'est une entreprise. Et surtout sur Internet, tu sais, il y a le truc, je vais me faire arnaquer et tout. Donc, il y a toujours un edge. Après, il faut toujours calculer le edge entre créer une personal brand, quel est le coût de créer sa personal brand, de faire du contenu autour de soi, etc. C'est un vrai métier, tu vois. Ça te prend vraiment de l'énergie, du temps, versus juste faire un truc faceless parce que je suis pas à l'aise face caméra et je veux quand même faire de l'argent, mais du coup j'ai d'autres qualités
et ça se trouve en fait ça s'équilibre, tu vois. Donc en fait c'est pas la voie unique, c'est la personal brand, mais disons qu'en fait si tu arrives à passer le cap de te montrer sur les réseaux, tu gagnes quand même beaucoup plus que si tu le faisais pas, quoi. Mais il faut être bon, hein, il faut être bon sur les réseaux, c'est pas juste se montrer et balancer des banalités, quoi. Mais par exemple, là, si tu prends l'exemple, bah, vendre du Excel ou du WordPress, bah, ouais, il y a toujours, en fait, tu as toujours le edge de dire j'ai mon histoire. Moi, avant, j'étais nul en WordPress ou j'étais nul en Excel. Et ben, grâce à cette méthode qui est bien spécifique, que moi, j'ai bien travaillé pendant des années et tout, ça va vous permettre de gagner du temps, d'avoir des meilleurs résultats et tout ça. Donc, et après, tu parles de toi, si tu es jeune, en fait, les jeunes, ils vont beaucoup plus acheter chez toi. Si tu as des enfants, que tes parents, mais tu sais, les parents vont acheter chez toi. Donc, tu vas vendre à certains types de personnes qui correspondent à tes valeurs, ta personnalité, quoi. Tu sais, il y a ce truc d'identification de la personal brand qui est super puissant. Et juste pour en revenir sur cette brand là, pour avoir ton point de vue, toi par exemple, moi me montrer comme ça, parler devant une caméra et tout, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, montrer ma vie, c'est vraiment pas quelque chose qui me donne envie. Mais tu vois, tout à l'heure on en parlait, là actuellement je suis dans un endroit qui est très beau, je pourrais me montrer, tu vois, là où est-ce que je suis et tout ça. Et ça c'est vraiment des trucs, même quand je voyage, moi il y a plein de moments, je voyage dans des endroits qui sont très très beaux, mais je ne le montre absolument pas parce que j'ai pas envie que, bah en fait, je garde un peu ce truc de, tu vois, vivons heureux, vivons cachés. Alors oui, je me montre dans ce podcast, mais non, au final, je montre pas ma vie, quoi. Les gens savent pas, enfin, savent rien de ce que je fais. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui voudrait vraiment, vraiment percer avec sa personal brand, est-ce que c'est suffisant de juste se En montrer fait, il faut que ça fasse sur... partie de ta stratégie, tu vois. Par exemple, toi, je connais pas ta personal brand dans le détail, mais je dirais bien que par rapport à ton profil, t'as pas besoin de faire du lifestyle parce que tu es plutôt un profil technique, tu vas parler aux gens techniques, tu vas parler de tes stratégies, tu mets ton casque et tu es en mode geek, tu vois. Ah ouais. Et ça, en fait, ça correspond bien à qui tu es, tu vois. C'est un peu comme si on parlait, je sais que vous avez invité Mathis Clouet, ben, lui, sa personal brand, c'est le jeune un peu génie du web euh, qui est hyper technique, qui va te montrer des my complexes. Et sa personal brand, c'est ça en fait, de savoir exposer sa compétence sur YouTube, sur le format long. Il n'y a pas besoin de faire du lifestyle pour vendre. Donc, ça fait partie entièrement de sa personal brand. Après, ça va dépendre des personnalités. Tu vois, moi, ce que j'aime bien faire pour vendre à des personnes qui sont alignées avec qui je suis, c'est je vais parler de mes enfants, je vais parler du fait que j'habite en Suisse, que je n'ai pas envie de m'expatrier à Dubaï, que j'adore balader en forêt, me baigner dans le lac, etc. Je ne montre pas le visage de mes enfants, tu vois, mais je montre mon lifestyle. J'aime bien montrer mon Ta vie de lifestyle. famille, quoi. Ouais, Que ouais. t'es un mec qui a une famille et tout, et qui... Ouais, exactement. Ouais. Je parle de mes valeurs familiales, je parle de mes convictions, euh, de tous ces trucs-là qui font que quand un client achète chez moi, en fait, il achète ma personnalité avant tout. Hmm. Et, euh, et c'est un bon match après sur la livraison, le fait que je prends du plaisir avec mes clients parce qu'ils me connaissent et ils ont un peu la même vie que moi, tu vois. On a quand même cet avantage avec le podcast où c'est pas forcément quelque chose qu'on va réfléchir, mais au final, là, j'ai regardé, on a plusieurs centaines d'heures de podcasts disponibles où tu nous vois discuter tous les trois ou avec des invités. Et les gens qui, en tout cas, nous suivent depuis un moment commencent à nous connaître. Alors, évidemment, pas dans le privé, machin, mais je veux dire, tu comprends un peu quelles sont nos valeurs, quelles sont nos idées sur pas mal de sujets. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc-là où, de manière assez naturelle, en fait, en restant authentique, ta personal brand se fait de manière, enfin, se fait progressivement. Mais je te rejoins et je valide le côté où je pense que ce qui nous caractérise, c'est notre aspect un peu technique, où on partage beaucoup de choses, on rentre dans le vif et on partage de la valeur. Mais ça, je me permets de le redire pour les gens qui nous écoutent. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. Moi, je vois les gens qui, justement, sont en train de tout péter en très peu de temps sur YouTube, même au sein de la Wizards Academy. C'est des gens, quand ils m'envoient leurs vidéos, je fais OK, je m'abonne parce que moi aussi, ça m'intéresse de voir ce qu'ils ont à raconter sur certains sujets parce que c'est de la qualité. Et c'est toujours pareil, c'est vraiment le nerf de la guerre et faut surtout pas l'oublier.
Moi, je voulais te poser une question, Olivier, par rapport au... Tu as parlé vite fait tout à l'heure de certains de tes clients qui font de l'email. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'autour de toi, il y a quand même un levier d'acquisition qui, en low ticket funnel, pète tout en termes de chiffres? Est-ce que, par exemple, quand tu fais de l'email sur du volume, potentiellement, c'est là où tu peux avoir le plus gros levier, ou alors en organique, justement, avec quand tu as déjà une grosse audience existante, ou alors la ads, Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui En fait, sort le du lot? bon combo pour moi, c'est publicité qui ramène vers un funnel. Bon, après, ça va être soit page d'opt-in, quiz opt-in ou juste page de vente immédiate sans opt-in, en fonction de la niche, si les CPM sont élevés ou pas. Mais combo ads plus personal brand. Pour moi, c'est banger. Meta ads, des bonnes meta ads, images plus vidéo en testing et une bonne personal brand avec un funnel de réassurance sur Insta où les personnes vont cliquer sur ton profil, voir que c'est legit, ils vont acheter. Et ouais, ça fonctionne bien. Après, j'ai aussi des clients qui, eux, ne vendent pas de high ticket, donc ils ont plus focus sur faire du contenu à la chaîne, bon contenu. Et ils ont personal brand, mais pas de high ticket. Et du coup, eux, ils vont avoir la vente du low ticket sur leur réseau, plus en ads et en email. Et du coup, ils ont des grosses séquences ManyChat pour aller chercher des emails. Et puis après, derrière, ils ont des longues séquences aussi de vente de tous leurs produits qu'ils ont en catalogue via les emails. Et ça fonctionne super bien pour les modèles catalogues. Parce qu'une fois que quelqu'un a acheté quelque chose ou qu'il est prêt à acheter, bah, tu vas pouvoir lui proposer des trucs en corrélation avec le premier achat. Et la séquence email, c'est quand même puissant pour ça, quoi. Ouais. Ok. Anto? Ouais, est-ce que tu as travaillé sur d'autres géos que la France ou que uniquement la France? Ouais, j'ai déjà fait d'autres pays. En fait, à l'époque où j'avais des catalogues de funnels, on a testé Amérique latine, Roumanie, Brésil, US. Et là où j'ai toujours fait le plus d'argent, c'est la France. Ok, parce que tu C'était une maîtrises le époque marché. aussi où c'était plus difficile de traduire les funnels. Ouais, Il fallait prendre un traducteur et tout. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec l'IA, moi, j'ai un pote qui fait 1 million par mois en vente de formation low ticket. Et là, il est en train de tout traduire. Et avec l'IA, en fait, c'est beaucoup plus facile parce que tu as moins les problèmes d'interprétation et tout. L'IA est quand même bonne pour ça. Donc, 1 million par mois, c'est en France, Olivier? ouais, En francophonie? moi, je suis français, ouais. Ouais, c'est un délire quand même. Ouais. Je mec Je sais- Il y en a qui font plus, hein. Mais ouais, marché santé. Bon, ok. C'est quoi le top chiffre que tu as entendu de quelqu'un sur le marché français, uniquement français, le top chiffre mensuel? Ouais, numéro 1, c'est 200 millions annuels. Ils font vendre de low ticket. En Euh, France uniquement? ouais, francophonie, ouais. Wow, ouais, par contre, derrière, je suppose c'est pas que du low ticket. Ça part de low ticket et derrière Non, ça. non, il y a low ticket, middle ticket, mais sans high ticket. Et grosse team de copywriters, usine à gaz d'organisation. En fait, c'est des entreprises qui sont plus financiarisées qu'autre chose, parce que c'est beaucoup de ventes d'abonnements. Et du coup, il y a tout l'enjeu bancaire et l'enjeu aussi de quand tu fais de l'acquisition sur ce type de produit, bah, il faut avancer beaucoup d'argent. Donc du coup, il faut avoir des grosses lignes de crédit et tout. C'est pas des business sur tout le monde ne peut pas y aller. Et les setups sont très lourds. Par contre, de ce que j'ai entendu dire, c'est des business qui sont pas en pleine croissance avec l'essor de la personal brand et tout. Eux, ils n'ont pas des très fortes personal brand. Tu vois, ils vont peut-être incuber des personal brand de temps en temps ou alors surfer sur quelques personal brand. Mais ouais. Par contre, les grosses tendances que je vois, notamment aux US, c'est faire en sorte le génie marketing qui s'associe à des célébrités pour utiliser la célébrité et vendre derrière des formations, du coaching et tout, ou du e-com. Et ouais, ça c'est. Ça, c'est de plus en plus le cas, hein. On l'a vu avec, je pense à Jean Hollander quand tu me dis ça, c'est exactement ce qu'il nous expliquait dans le podcast qu'on a fait avec lui, qui s'associe avec des gens qui ont une certaine autorité, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances marketing et qui organisent des énormes lancements
avec sur du challenge, sur des choses comme ça, et c'est plusieurs millions encaissés sur chaque lancement, quoi. C'est intéressant. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que l'état du marché de l'infoprenariat, il y a beaucoup de gens, alors tu vois, tu as parlé du Covid tout à l'heure, tu as beaucoup de gens qui, à juste titre, c'était vraiment l'Eldorado, tout le monde pouvait faire de la formation c'était facile, etc. Enfin, tu vois, tu avais vraiment ce côté-là où ça. Et aujourd'hui, je dis pas que, tu vois, faut pas nous pleurer, hein, mais c'est globalement, est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué qu'à une certaine époque? Est-ce que les gens est-ce qu'il y a moins de pouvoir d'achat? Les gens sont plus éduqués, plus méfiants, Il y a plusieurs tendances. On peut dire que c'est plus compliqué, peut-être dans le sens où il faut être meilleur, il faut être plus professionnel, il faut optimiser un peu mieux ton système d'acquisition, etc. Après, on sait que si tu compares le marché en 2020, tout ce qui est e-com, vente de formation en ligne, tout ce qui est transactions sur le web, il y a Amazon qui documente bien ça. Entre 2020 et 2025, le marché a fait plus 50%. Donc, il y a beaucoup plus d'argent dans la machine. Par contre, il y a beaucoup plus de gens qui se sont lancés, qui essaient de gagner de l'argent sur le web. Donc, tu as peut-être 10 fois plus de concurrents. Tu vois. Donc, toi, ce que tu vois, c'est, OK, ça a fait plus 50%, mais derrière, il y a énormément beaucoup plus de concurrents. Donc, les parts de gâteau sont réduites. Et donc, ça peut paraître plus difficile, mais en vrai, il n'y a jamais eu autant d'argent sur le marché. Et on en a encore pour quelques années. Tu vois, c'est loin d'être fini. Donc, il faut être meilleur, il faut se professionnaliser. C'est plus difficile pour les nouveaux entrants d'arriver et en mode en zip dans mon salon, je fais de l'argent. C'est plus difficile qu'avant, tu vois. Avant, il y avait vraiment ça, ce truc. Tu arrives, tu débarques, tu fais un an de hard work et tu as des compétences et tu fais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il faut être smart, il faut vraiment suivre les formations. Tu peux pas arriver avec du gratuit sur YouTube. Tu suis un truc, un podcast et tu vas y aller tout seul avec ta bite et ton couteau. C'est terminé. Tu vois, il faut vraiment se professionnaliser, se former chez les meilleurs et aussi avoir l'intention de travailler sur le long terme, faire les choses bien, quoi. Mais en vrai, il y a une opportunité de malade. Si tu compares en fait l'opportunité aujourd'hui du web, que ce soit vente de formation, vente d'e-com, quoi que ce soit, versus la vie normale d'aller au bureau, faire un job que tu n'aimes pas, bosser pour un patron qui te respecte pas et tout, c'est quand même une belle opportunité, quoi. Même si c'est plus difficile qu'avant, c'est no-brainer. Franck? Ouais, moi j'ai une question, et là on retourne un peu dans les tunnels et tout ça, mais à quel point, je sais pas si toi tu utilises ça, mais à quel point tous les trucs, tu sais, un peu border, les one-click upsell et les trucs comme ça, à quel point c'est vraiment ce qui peut faire une différence. Ça, je l'imagine plutôt, tu vois, sur du low ticket, faceless, et limite avec les one-click upsell d'abonnement ou des trucs comme ça, qui sont très border, mais que j'ai vu par exemple sur System.io, j'en voyais plein qui faisaient des trucs comme ça. Mais là, on est d'accord que quand tu fais ça, je veux pas dire bah, disons que le client derrière, peut-être qu'il peut sentir qu'il s'est pris une petite douille ou que c'était pas exactement comme il voulait. Non. Non, ça marche bien, tu trouves? Après, ça dépend de ton modèle d'acquisition. Mais si vraiment tu fais du low ticket, tu es obligé de mettre des upsells. Pour moi, c'est. Ouais, mais là, Oui, mais en one-click ou pas? one-click ou pas? Ouais, bien sûr. Tu es Ah ouais? obligé de mettre en one-click, sinon tu fais quoi? La personne, il faut qu'elle rachète un nouveau produit et remettre sa CB et tout. C'est juste impossible. Donc, Ok. non, tu perds beaucoup d'argent à ne pas le faire. Et justement, moi, je prends des clients aujourd'hui qui ont des audiences, ils ont des e-books, des machins, des trucs comme ça, mais ils n'ont pas d'upsell. Juste en ajoutant un upsell et un bump, on fait x2 sur le CA. Et le taux de profit, c'est juste énorme. Donc, justement, on en parlait du fait de se professionnaliser aujourd'hui. C'est le genre de truc pour moi obligatoire à mettre en place. Si tu fais du low ticket, t'as pas le choix, quoi. Et d'ailleurs, alors je pense, pour donner un petit peu de contexte là-dessus, que nous, Franck, enfin toi et peut-être Anto aussi, vous avez une vision quand même du one-click upsell qui est très négative, parce que la réalité, c'est que on a vu dans notre carrière de plus de 10 ans des trucs très très sombres avec les one-click upsell, notamment avec des boutons, tu sais, tu changes les couleurs, enfin vraiment pour tromper les gens et que oh bah merde, ils ont acheté sans faire exprès et voilà. Et on a vu énormément de trucs comme ça, très border, mais la réalité c'est que quand tu es sur un tunnel normal,
C'est voilà le produit. Est-ce que tu le veux l'acheter? Oui ou non? Oui, t'as un gros bouton oui, t'achètes. Il y a un moment. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, sur des types de populations qui sont pas éduquées avec le web, si le one click upsell, tu peux vite le faire tourner en ce que tu veux, tu vois. C'est un peu. Ouais, mais il faut que ce soit consentant. Il faut que ce soit consentant. Voilà. Mais tu peux vite le faire. Voilà, c'est ça. Mais forcément, les mecs qui mettent 10 one click upsell, ils sont sur des populations un peu âgées et ils ont des gros oui et ça bombarde. Enfin, voilà. Ouais, après, parce que- t'as des problèmes de refund ou des Ouais, mais problèmes le moment de que tu rembourses, t'as pas de problème après. Tu vois, c'est toujours pareil. Ouais, c'était pas en France. Mais le truc, c'est ça. Il faut faire les choses bien. Il faut que ce soit consentant. C'est vraiment, je veux ajouter à ma commande ce produit complémentaire qui coûte 67 euros. Oui, gros bouton oui, gros bouton non. Tu vois, c'est pas, j'ai pas le choix. Il y a que le bouton oui, le non, il n'existe pas quoi. Non, mais Il est en blanc sur blanc, pas merde. Non, mais parce que Voilà, et, non merci, je veux me débrouiller, avoir une vie de merde pour toute ma vie. Mais tu vois, moi, j'imaginais quand tu regardes des tunnels que tu vois sur que ce soit, enfin, sur System.io, sur Hotmart ou des trucs comme ça, t'envoies par exemple tu sais, ce rituel bouddhiste qui te permet de gagner de l'argent. Derrière, je le sais parce que j'ai fait de l'affiliation pour ça à un moment, sur des trucs d'astrologie, mais t'avais euh, le bump, c'était un bracelet que t'imprimais et qui te protégeait de je sais pas quoi. Et derrière, c'était des one-click upsell, des enfers où tu reçois genre la bénédiction que tu sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où ça, Que t'imprimes, après tu l'imprimes la tu bénédiction. imprimes la bénédiction, tu fais un petit Tu peux la rouleau rajouter avec. au bracelet si tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. Et à la fin, t'as tout le bras, il est complet, t'es full protégé, là, t'es vraiment trop bien. Mais tu vois, ça, en fait, moi, c'est ça, ma vision que j'ai des one-click upsell, c'est que à chaque fois, t'étais sur des trucs de plus en plus what the fuck. Ouais, bah parce que t'as poussé des trucs Ils sombres au max. C'est du créatif, c'est de la créativité. Ah, là, c'est full créatif. Savoir vendre de l'air. Ouais. Mais d'ailleurs, pour finir sur ce sujet de One Click Upsell, même Podia, qui pour moi est le LMS le plus soft, enfin Learning Management System pour ceux qui savent pas, donc un hébergeur de formation, même Podia de base, ils te mettent les upsells, c'est en one click. Enfin, tu vois, en fait, je crois que ça n'existe plus Ouais, le fait de ne re-rentrer pas sa faire de. CB. Ouais, non, c'est. Ouais. Voilà, c'est juste une manière de faire. Mais moi, ça m'est arrivé beaucoup, pas tant que ça en vrai, mais au moins, je sais pas, quelques clients qui m'envoient un mail, bah, je n'ai pas fait exprès, tu vois, ça arrive. Mais voilà, tu les rembourses et tu passes à autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Anto, est-ce qu'il te reste une petite question? Est-ce que tu as fait d'autres business avant de te lancer dans le low ticket funnel? Ouais, j'avais fait du dropshipping, j'avais fait de la location de voitures. Ok. Moi, j'ai vraiment une période galère, tu vois, avant de lancer des business et tout, où j'étais étudiant et je faisais de la sous-location, j'allais nettoyer des bus, je faisais de la livraison de sushis, je faisais des trucs que personne n'a envie de faire, tu vois. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic. Ma femme, enfin, c'est ma petite amie de l'époque, tu vois, quand j'étais étudiant, on vivait en coloc, et elle vient et elle m'annonce en fait qu'elle est enceinte. Donc, tu vois, d'un coup, j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit, waouh, ok, Olivier, l'étudiant fauché qui gagne pas un rond, qui a zéro plan, vit au jour le jour, il va falloir te bouger le cul. Et c'est là que j'ai commencé en fait à me renseigner un peu sur le business en ligne et à être un peu plus sharp sur l'argent. Tu vois, sinon, moi, j'étais le genre de mec rien à foutre de l'argent, on vit au jour le jour et puis on verra de quoi est fait demain, tu vois. Mais ouais, après, j'ai testé plein de trucs, j'ai fait du dropshipping, j'ai importé un container de poussettes. Parce qu'à l'époque, je faisais du dropshipping sur les poussettes quand je commençais à devenir papa. Et ouais, après, j'ai bien vu les galères du dropshipping et du fait que. Surtout des poussettes, hein. Oh, t'as pris le Ouais, produit et t'avais pas plus gros comme produit? c'est ça. Laisse tomber. Moi, en fait, j'ai démarré avec le truc le plus compliqué, tu vois. Et importer des poussettes de Chine en France, c'est avec le recul, je me dis, mais T'as des c'est quand même normes. 50 000 normes et Ouais, tout, c'est ça ça, doit t'as être un enfer. 50 000 Ouais, normes. Le norme truc quand tu veux le infantile, chip, c'est immense. Genre, c'est des cartons, ils sont énormes. les cartons, ils sont comme ça, tu les rentres même pas dans le fourgon, quoi. Donc, ouais, j'ai fait plein d'erreurs. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'était quand j'ai importé le conteneur de poussettes, j'avais déjà un business dropshipping poussettes qui fonctionnait bien. Et je me suis dit, bah, je vais passer à l'étape supérieure, tu vois. Je fais des 10 cas par mois avec le dropshipping.
Et je me suis dit, je vais prendre toutes mes économies, je vais importer le conteneur, comme ça, je vais avoir des coûts d'acquisition beaucoup plus bas, les marges beaucoup plus hautes. Tu vois, au lieu d'acheter en fait la poussette à 100 balles, je la revendais à 200. Je pouvais l'avoir à 50 € si je prenais en gros. Et je me suis dit, ben, let's go, tu vois, il faut que je fasse ça. C'est no-brainer, quoi. Et donc, je mets toutes mes économies là-dedans. Je me fais accompagner par un gars qui était spécialiste de l'importation et tout. En fait, le mec, il connaissait rien parce que c'était hyper technique d'importer sur le marché infantile. C'est vraiment le truc à éviter, quoi. Et en fait, le conteneur a été refusé à la douane. Donc, j'ai perdu 30 et quelques mille euros. Et j'ai dû payer la destruction du conteneur, machin. Je me suis pris une putain d'amende pour avoir oublié de mettre un sticker sur les poussettes, machin. Donc, ouais, mauvaise expérience. Et après ça, en fait, j'ai plus jamais regoûté aux produits physiques. Je me suis dit, c'est terminé, maintenant, je vais faire que de la formation. Et voilà, c'est là que je suis parti sur des low tickets de formation et tout ça. Et c'était un bon move, finalement, tu vois. Après que le recul, je me dis, c'est toujours, tu sais, dans les moments où tu es au pied du mur, tu trouves des solutions en fait qui changent ta vie, quoi. Parce que si j'avais eu, tu sais, que des business qui marchent bien, des dropshipping, ça tourne bien, tout tranquille, je serais resté sur ce truc-là, tu vois. Et j'aurais pas découvert en fait la vente de formation, le coaching. Maintenant, je suis passionné par ça. Et ouais, donc voilà. Il y a toujours un cadeau derrière les problèmes que tu vis, quoi. C'est aussi ça, l'entrepreneuriat, en quelque sorte. Dans tous les cas, il faut être prêt à les vivre parce que des problèmes, il y en a forcément dans la vie, mais en entrepreneuriat particulièrement. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment, putain, ça ne loupe jamais, quoi. Là, pour le petit exemple, il y a eu, là, on a un SaaS avec les Wizards et 2 associés qui fait de la rédaction IA SEO. On a nos associés qui sont développeurs, ont longuement bossé sur une version 2, on a stabilisé la version 2, ça a duré 15 jours, on l'a fait tester, on l'a bêta-testé, on l'a machin, on a préparé le lancement, on a prévenu nos affiliés, enfin bref, on a vraiment, pour le vendredi, tout le monde en parle, la version, et en plus de ça, on avait fait un système où les gens qui se connectaient, qui créaient un compte le vendredi, avaient des crédits gratuits pour tester, ce qu'on ne fait pas en principe. Donc, gros effet de lancement. Le jeudi, 22h, le modèle qu'on utilisait pour l'un de nos trucs se fait supprimer d'un des services qu'on utilise. PLS. Genre, vraiment, on est en mode, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, tu vois, il y a toujours une couille. C'est-à-dire que c'est jamais linéaire, et ça aussi, alors, sans doute que si vous en êtes déjà, si vous avez déjà, ceux qui nous écoutez, un business avancé, que vous avez sûrement déjà conscience de ça. Par contre, si vous débutez, il faut aussi en avoir conscience que l'entrepreneuriat, c'est quand même globalement pas fait pour tout le monde. Hein. Il faut avoir les reins solides. Hein. Parce que nous, ce genre de truc, ça nous glisse un peu dessus. Parce qu'on se mange des énormes tartes dans la gueule depuis 10 ans. Ouais, ça devient la routine. Bon, hier, je me fais bannir 3000 comptes, par exemple, tu vois. Bon, voilà. Je me suis connecté hier, j'ai eu 3000 comptes bannis, j'ai fait OK, bon, c'est la vie, tu vois. J'ai éteint l'ordi, je les reprends demain. Mais voilà, c'est exactement ça. Et vas-y, Franck, petite anecdote aussi, parce qu'il me semble que tu as quand même perdu un truc récemment. Comme ça, au moins, on fait bah ouais, mon très gros projet d'affiliation fonctionnait aussi avec une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle arrive aux 500 000 vues, elle se fait bannir du jour au lendemain. Alors certes, j'étais sur un truc, en gros, c'est sur un marché adulte, hein, sur YouTube. Donc, faut faire les choses, faut que ça soit bien snipé, on va dire, et bien tranquille. Je pense qu'il y a une vidéo qui a passé une review pas très bien, une deuxième qui a dû passer une review pas très bien, et j'ai reçu un avertissement. Et normalement, quand tu reçois un avertissement, t'as un délai un peu jusqu'auquel t'as le deuxième avertissement, puis après t'es banni. Moi, j'ai reçu un avertissement, banni le lendemain. Voilà, terminé. Il y a pas eu d'entre-deux en fait. Ouais. J'ai rien eu le temps de corriger, j'ai rien eu le temps de faire, tu vois, de supprimer des vidéos qui auraient pu être problématiques ou quoi que ce soit. Non, c'est hop, ciao, bonsoir. Et ça a apporté quand même pas mal de valeur branding pour du coup le site qui va avec derrière, parce que ça va vous paraître pas énorme, mais ça faisait quand même 5000 vues par jour de moyenne. Et là, en fait, la courbe de la chaîne YouTube, c'était ça. En fait, ça a mis un peu de temps à démarrer. Et là, c'était une fusée. Alors, je sais pas si c'est ça qui a justement un peu attiré l'œil, tu vois, de Google qui est venu vérifier un peu, enfin de YouTube qui est venu vérifier ce qui se passait sur cette chaîne.
Mais en fait, là, j'atteignais les 500 000 vues, mais je sais que très rapidement, ça allait continuer à scale aussi fort et j'aurais les 1 million, 2 millions de vues. Bon, bah, voilà. Et qu'est-ce que je fais? On reprend toutes les vidéos qui ont été faites, on les rend encore plus soft que le soft que c'était, puisque c'était quand même passé sur YouTube, tous les algos. Et puis on recommence, quoi. Et puis c'est le jeu. Je pense pas que ça soit ça le problème, perso. Pour moi, c'est plus la destination le problème. Ouais, peut-être, ouais. Parce Ouais, que ouais, quand c'est je possible. vois ce que fait, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a la chaîne Reveal là, sur YouTube, Manoa. Ouais. Oh, lui, il est en roue libre maintenant. J'ai regardé une vidéo hier, je me suis dit, mais c'est lunaire, what the fuck, la meuf, elle est dans la rue, il devine ma position préférée, et non, mais c'est lunaire. Et derrière, ouais, viens sur Reveal, t'as des trucs gratuits, elle est à poil, enfin, c'est vraiment plus rien à foutre, quoi. Et je pense que toute la différence, c'est que quand tu C'est cliques sur son possible. site, bah, c'est soft. Ah ouais, Donc, c'est clair. ouais. Bon, revenons-en. Après, c'est vrai que si on relativise un peu, tu vois, nos métiers, le risque qu'on prend, les problèmes qu'on a à gérer et tout, moi, je sais que j'ai une personnalité où toujours je relativise tout ça et ça a des avantages et inconvénients. Mais je me dis, bah, il y a 100 ans en arrière, tu vois, nos grands-parents, quel genre d'opportunités ils avaient, quel genre de problèmes ils avaient à régler. Je compare avec ma vie, etc. Et je me dis quand même, on est chanceux, quoi. On est Ouais, chanceux. c'est sûr. C'est Après, clair, c'est on la a des beauté du merdes à web. gérer, mais bon, c'est. La beauté du web, tu peux monter très vite, mais tu peux redescendre aussi très vite, quoi. Faut le savoir. Ouais, par Ouais. contre, le Mais, risk-reward, il est énorme. C'est-à-dire que bah, nous, Mm. dans nos cas, si tu as des trucs qui fonctionnent bien, tu peux taper des 50, 60, 100 cas par mois, 200 Ouais. plus. Enfin, tu vois, et tu l'as dit, tu as des mecs qui font des 1 million par mois que tu connais. Évidemment, ils sont à des niveaux beaucoup plus avancés que beaucoup. Et d'ailleurs, plein de gens n'arriveront jamais à ces niveaux-là. Et tu l'as dit, tu as même des gens, bon, et voilà les entreprises que c'est derrière, mais qui tapent des 200 millions annuels. ouais. Et voilà, quoi. Enfin, tout En est vrai, possible. tu sais, pour bien vivre, tu as besoin de combien, tu vois? Si on compare aussi avec la vie moyenne d'un Français Ah bah ça, c'est sûr. qui est déjà privilégié, tu vois, par rapport au monde de manière générale, quoi. C'est quand même bien, tu vois. Tu fais 5 000 euros par mois, salaire de médecin. Euh, Moi, j'ai une amie, elle est médecin dans maison de retraite. Bah, elle gagne un peu moins de 5 000 euros par mois. Ouais, Et elle s'est mais tapé lui, 8 ans d'études. bah, voilà, elle a fait beaucoup d'études, elle galère, machin. Tu vois, un appartement dans une grande ville française, ça coûte cher et tout. Donc, il y a quand même, tu vois, les avantages aussi du web. Tu peux avoir des problèmes, mais c'est pas non plus les problèmes. Tu vois, moi, ma femme, elle est russe. Ben, en Russie, il y a des jeunes de 20 ans qui ont été conscrits pour partir à la guerre. Et il y en a qui sont pas revenus, tu vois. Donc, c'est des risques, c'est d'autres risques, tu vois. C'est d'autres problèmes à gérer et tout. Nous, on est quand même dans putain, c'est facile, quoi. Les gars, moi, quand il y a des personnes qui me disent ouais, putain, je galère et tout, je fais ça, j'en ai marre, je vais arrêter. Il faut relativiser un peu, les gars, parce que ton grand-père, il est allé au champ tous les jours, il prenait pas de petit-déj et ça revenait, ils étaient en sueur, quoi. Donc, il faut aussi, faut bosser un peu, quoi. On est dans une génération où on n'a plus trop, tu sais, la valeur travail, quoi. Ah bah Faut revenir un peu nous aux c'est pour bases. ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on essaye de réexpliquer ça parce que par contre, moi, pour être entouré, bah, tu vois, des gens dans ma famille et tout qui sont un peu plus jeunes, parfois, ah, c'est sûr que t'as l'impression que juste l'idée de devoir se lever le matin pour bosser, d'idéalement de bosser, tu vois, d'être concentré, de pas, tu sais, avoir la tête qui est tout le temps en train de faire autre chose, d'ouvrir Instagram comme ça, tu sais, ça pop. Ah tiens, je vais regarder. Ouais. Mais avec Euh, l'IA, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Moi, je me dis, C'est la question que je franchement, voulais poser. C'est honnêtement, ah ouais. est-ce qu'on n'est pas tous morts dans 5 ans? Non, et dans le sens businessment parlant, franchement, hein, parce que pour le moment, on a l'IA qui évolue déjà à vitesse grand V, mais il y a quand même les estimations annoncent l'AGI d'ici 2029, et l'une des théories, c'est quand même que Mm. le monde, en tout cas tout ce qui est online, mais le monde en général, je pense, va être profondément changé. Et de mon point de vue, c'est quand même un truc. Après, faut pas. Il y a beaucoup de gens qui vont être un peu en mode, c'est que ça peut figer et donc on ne fait rien parce que de toute façon dans 5 ans c'est fini ou je sais pas quoi. Mm. Mais
c'est aussi une réalité, hein, c'est que on sait pas ce qui va se passer, on sait pas comment ça va se passer. Pour Et moi, pour moi, 5 ans, t'es trop optimiste. Hein. Pour moi, on a déjà entre au moins une dizaine d'années. En fait, après, je donne mon point de vue là-dessus. Mais voilà, c'est juste mon point de vue à moi perso. Mais je pense que toute personne qui a une personal brand pourra toujours faire quelque chose. Déjà, ça, on le met de côté. Et 2, je pense que le temps que les nouvelles technologies soient adoptées, c'est, tu vois, Aussi, ouais. il y a quelques temps, là, je suis... Mais si t'as les GI, t'as pas besoin que les humains l'adoptent. Hein. Les GI, elle est autonome. Ouais, c'est les GI qui va adopter les humains, en fait, c'est ça. C'est un peu ça le problème. On va se réveiller dans un bain avec des tuyaux dans la tête, là, comme dans Matrix. Non, mais c'est plus dans le sens où aujourd'hui, nous, dans notre microcosme de gens, soit du biz, soit des entrepreneurs, soit du web au sens large, pour nous, par exemple, ChatGPT, c'est devenu la norme. C'est ton assistant. Je dis ChatGPT, mais qu'importe lequel tu utilises. Mais t'as un assistant en permanence dans ta poche. Tu lui parles, tu lui dis ouais, j'ai besoin de ça, hop, il le fait. Tu prends 99% de la population qui n'a pas conscience de tout ça et tu discutes avec eux. Et moi, de temps en temps, parce que quand on me demande ce que je fais ou qu'importe, souvent je peux parler de l'IA et les gens sont oui, mais quand même, enfin moi je l'utilise pas et puis quand même ça va détruire des emplois et tout. Et là, quand t'as ça comme réaction en face de toi, tu te dis ça va, j'ai encore le temps, tu vois. Alors oui, peut-être que ça peut être une Ouais, bien sûr. exponentielle et aller très vite, mais quand tu vois le temps que ça a mis pour être adopté, Internet par exemple, le temps que mettent plein de choses pour être adoptées, au final, est-ce que l'IA, ça va pas être pareil? Alors, Ben ouais, c'est une histoire de génération, de culture. ouais, Est-ce clairement. que, tu vois, moi j'ai passé la trentaine, est-ce que ma génération va l'adopter massivement, etc. Non, je pense pas. La génération de mes enfants, ouais, eux, je pense qu'ils vont grandir Ouais, c'est avec, et clair. du coup, mais ça veut dire qu'il faut attendre encore 30 ans, tu vois, qu'ils aient 30 ans, eux, du coup, pour être en position de gouvernance, etc. Donc ça veut dire que c'est une génération, ça met du temps à se mettre en place, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais l'AGI, en fait, on sait pas, on est dans l'inconnu, on sait pas ce que ça va donner. Ça se trouve, Ça, par contre, ça c'est va clair. vite, ça peut gérer des trucs t'avais pas imaginé, quoi. Mais c'est juste que moi, j'aime pas trop ces discours, tu vois, très où est-ce qu'on sera dans 5 ans et tout, parce que pour moi, ça, c'est encore donner un peu des excuses à des gens qui voudraient pas trop se bouger le cul pour leur dire oui, mais bon, de toute façon, ça sert à rien, je commence à apprendre maintenant parce que dans 5 ans, peut-être qu'on n'est plus là. Ouais, mais en fait, du coup, pendant ce Ouais, laps c'est de temps sûr, de c'est le 5 ans, risque. dans ce Ouais, ça, cas-là, tu fais rien avec ça. ouais, Mais c'est ça, c'est tu comme fais si tu jamais rien disais, en fait. tu fais rien parce que tu traverses la rue, le camion il te roule dessus, t'es plus là. Donc Bah c'est ouais, pareil, tu ouais, fais c'est rien. ça, c'est pareil. Mais Et au final, ça me fait penser, toi qui parlais beaucoup des grands-parents dans les champs et tout, Olivier, ça se trouve, l'AGI, c'est le retour justement au vrai charbon à l'ancienne, parce que ça, pour le coup, en tout cas, ça mettra peut-être plus de temps que ça soit des vrais robots qui aillent charbonner à notre place dans les champs, quoi. Bon, alors ça, ouais. par contre, ça pour le coup, t'as déjà des trucs là. J'ai vu des vidéos Oui, c'est vrai en de plus. Ouais. T'as gros déjà des robots drones et tout. qui ramassent Ouais. des choses ultra Et précisément. le pire, c'est que dans la famille de ma copine, il y a déjà un agriculteur relativement jeune, il est full robot, c'est un délire. C'est vraiment ouf. Donc, ok. Mais de Bon. manière générale, de toute façon, c'est jamais bon de focus sur des trucs que tu contrôles pas. Et quand même, enfin, pour préserver ta santé mentale, reste focus sur les trucs que tu contrôles, même si c'est du court terme. Mais voilà, t'as toujours en fait un pouvoir sur les choses, donc il faut être focus là-dessus. Ouais, et surtout, on peut prendre le point de se dire, si j'ai de l'argent, potentiellement, je pourrais me sauver un peu de situations compliquées. Tu vois, à chaque fois, les premiers touchés par les gros problèmes, c'est les gens qui sont, c'est péjoratif dit comme ça, mais en bas de l'échelle. Et 100%. plus tu montes dans les échelles, et moins t'es touché par des choses négatives qui pourraient arriver. T'as toujours un moyen de te sauver à un moment. En fait, le but du jeu, c'est d'être, si possible, le plus haut possible. Et en fait, quelqu'un qui aurait qui aurait une façon d'être qui est extrêmement défaitiste, et qui du coup serait en train de se dire, de toute façon, en gros, on n'a pas d'avenir. Du coup, aujourd'hui, je fais rien,
mais au final, penser comme ça veut dire que tu sécurises encore moins potentiellement ton Ouais, avenir, quoi. mais si on peut mettre du FOMO un peu sur la période actuelle pour faire en sorte que les gens passent à l'action, se bougent le cul, franchement, on est dans les dernières années là où pour moi, c'est encore facile, tu vois, de créer des business en ligne et tout. Après, c'est un Ouais, peu compliqué, c'est quoi. un peu le discours de beaucoup d'infopreneurs, y compris Iman Gadzil. J'ai vu une vidéo où globalement c'est le message, quoi. C'est vous avez encore 5 ans pour passer à l'action et après ça sera too late. Et c'est pas une question d'AGI, c'est vraiment une question d'opportunité. Là, l'IA permet globalement à tout le monde d'accéder à n'importe quelle connaissance. Il y a qu'à voir, alors toute proportion gardée, mais ne serait-ce que sur la partie créative, en tant que, tu vois, quelqu'un qui aujourd'hui a une idée d'outil, aujourd'hui créer un outil avec l'IA, franchement, tout le monde peut le faire avec un petit peu de focus, J'ai vu envie une d'apprendre et IA tout, hier. c'est un délire. Same.new, vous irez voir. Same.new. Ouais, tu mets clone, tu tapes clone et tu mets un site internet, genre tu mets clonenike.com, il te refait nike.com. Pixel perfect, voilà. Utilisable, tu peux télécharger et tu utilises le site. Oh, bah, de toute façon, non, mais voilà. Donc, pour moi, toute cette partie, toute la technique et tout, malheureusement, les devs, ceux qui nous écoutent, je pense que ils commencent à en avoir confiance. Tu vois, même les mecs faire des virages là sur. Je pense notamment. Comment il s'appelle ce dev assez connu? Un YouTuber, Benjamin Code, je crois. Mais il y en a plein d'autres. Mais tu vois, lui, à la base, tu vois, il parle vraiment de développeur dans le dur, machin. C'est fini. Maintenant, il parle de vibe coding, il parle de Claude Code qui code tout pour lui. Il parle de, bah oui, mais maintenant, être dev, c'est comprendre le code. Enfin, et en fait, oui, mais dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce qu'il y aura encore besoin de le comprendre, tu vois? Est-ce que tout ne sera pas tellement fait parfaitement que tu auras besoin Moi, de je pense comprendre? qu'il faut toujours, en fait, là, aujourd'hui, avec l'IA, il faut se positionner sur la stratégie, la théorie. Et justement, mettre en architecture tous les opérateurs qui peuvent être des IA, parce que les IA vont opérer, euh, elles vont avoir moins de vision d'angle par rapport à ta stratégie, toi, de ce que tu as vécu, etc., par rapport à un contexte donné. Je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de focus sur les opérations des tâches, vraiment focus sur la stratégie globale et la théorie. Et être bon en fait sur les piliers, quoi. Sur quoi tu te bases, par exemple la psychologie humaine, ben, tu connais bien ton truc parce que tu es copywriter, tu es marketeur. Du coup, tu dois maîtriser la psychologie humaine, tu vois, les bases. Et du coup, par rapport à ça, tu vas pouvoir naviguer entre les IA, quoi. Et pour moi, je pense que c'est vraiment le levier, quoi. Ok. Anto, est-ce que tu as une petite question? Non, j'ai plus de questions. Franck? Ouais, moi j'en ai encore quelques-unes. À la limite, on peut passer parce que toi, t'avais encore des questions techniques, un peu business et tout ou pas? Moi, j'en ai une dernière vite Vas-y. fait concernant le prix d'appel. Vas-y. Olivier, tu as parlé tout à l'heure sur du low ticket, donc tu as parlé de 27,37. Moi, j'ai vu aussi qu'on pouvait la jouer à 7 euros pour du Ouais. prix d'appel. Pour toi, il y a un prix d'appel idéal ou ça dépend de quoi? Comment est-ce qu'on Ça définit un dépend. prix Le d'appel? contexte, c'est est-ce que c'est call de trafic, des personnes qui t'ont jamais entendu parler de toi, jamais entendu parler de la solution euh, dans des marchés assez saturés, ou si c'est trafic organique, donc ils ont déjà un peu vu du contenu de toi ou de ta solution. Déjà, ça change beaucoup de choses. Et puis après, les marchés aussi, en fonction des coûts d'acquisition, etc. Je sais qu'aux US, ils ont vraiment la tendance aujourd'hui à faire du 3 dollars, 5,35 $, 6 dollars, 12 dollars, des trucs hyper bas. Ouais. Et pour vraiment se démarquer en fait de toute la concurrence et aller chercher du lead. Et de toute façon, ils rentabilisent soit sur le high ticket, soit même Ouais. sur les upsells. Et rentabilisent sur l'étiquette. Ouais. Ouais, Eux, ok. ils sont hyper agressifs parce qu'ils vont appeler tous les leads qui ont acheté et tout. Ils vont les envoyer sur un call et puis ils vont pas les lâcher jusqu'à temps qu'ils achètent et tout. Donc c'est stratégie vraiment agressive, quoi. Ça marche. Et ben du coup, moi j'ai fait le tour. Je pense, Franck, tu peux y aller sur. Ouais, bah moi c'était plus une question. Du coup, t'es expatrié en Suisse. C'est pas commun. Tu vois, quand tu parles avec quelqu'un qui est expatrié, il est soit, je sais pas moi, en Thaïlande, il est à Dubaï, il est à plein d'endroits, mais il est rarement en Suisse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix et un peu dans les grandes lignes, un peu les avantages, inconvénients que tu vois, en sachant que la Suisse, pour y être souvent allé, c'est quand même un endroit où la vie est très chère, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est un des pays les plus chers au monde. Après, il y a plein d'avantages. Si je peux les lister rapidement, pour moi, c'est le fait que ce soit francophone. Les écoles sont gratuites. Donc, moi, j'ai 3 enfants. Donc, si j'étais parti, par exemple, en Thaïlande, école internationale, ça va être entre 500 et 1500 euros par enfant par mois. Donc, de suite, on a des factures qui sont hyper chères. La qualité de vie ici, c'est-à-dire le climat européen, tu as les 4 saisons, tu as les natures, il n'y a pas de pollution, qualité de l'eau, confort de vie, service, tu vas à l'hôpital, t'attends pas. Les gens sont super contents, enfin accueillants, ils sont respectueux. C'est safe, c'est un des pays les plus safe au monde en termes de criminalité, petite criminalité, grande criminalité. Il y a crypto friendly, business friendly, child friendly. Les gens vivent longtemps ici. Le niveau de stress, il est assez bas. Quoi dire d'autre? Bah, tu dors bien la nuit, tu vois, tu es dans la nature, il y a un bon air. T'as pas un taux d'humidité qui est hyper haut comme tu peux avoir dans les pays comme la Thaïlande, etc. Et puis après, c'est francophone, donc tu as l'impression d'être à la maison. En même temps, t'as pas les inconvénients de la France. Et nous, on est vraiment bien ici avec ma famille. Moi, j'ai fait le choix parce que surtout par rapport aux enfants et puis par rapport au climat, tu vois. Euh, voilà. Et puis il y a l'aspect fiscal qui est quand même important ici. Et bon, c'est pas, tu payes pas zéro d'impôt comme tu peux avoir à Dubaï ou autre, mais c'est quand même 2 fois moins que la France, donc on est déjà bien loti, quoi. Ouais, par contre, j'avais vu un truc au niveau des taxes, parce que moi, ça m'avait traversé à l'esprit un moment la Suisse. Et tu dis crypto-friendly et tout, ce qui est vrai, mais j'avais vu que quand tu commençais à arriver sur des hauts revenus, je crois que tous les ans, tu devais payer des taxes sur les plus-values latentes. Confirme-moi peut-être que j'ai tort, hein. Alors, je suis pas non plus un expert fiscal, mais en fait, la Suisse, c'est un pays qui est fait pour les riches. Il faut comprendre que ici, c'est le plus haut taux de pourcentage de millionnaires au monde. Et donc, ils sont vraiment faits pour accueillir les fortunes. Donc, il y a toujours des moyens Ouais, de ok. payer moins. En Suisse, j'ai discuté justement avec un ami qui a plusieurs millions en crypto et tout. Il paye zéro, il paye rien. En fait, à partir du moment où, je crois que si c'est pas en francs suisses ou un truc comme ça, enfin, il y a un moyen de ne pas payer, quoi. Et le système judiciaire, c'est hyper rapide. Tu vois, si tu as un problème, tu as une réponse. Enfin, dans la qualité de vie, c'est quand même top. Et ouais, comme je disais, au niveau fiscal. Moi, ce que j'ai souvent entendu, parce que la Suisse, c'est sûr, sur le papier, c'est une bonne alternative, mais le contre-argument de la Suisse que j'entends beaucoup, Olivier, c'est oui, mais il faut gagner un certain montant annuel Ouais. pour pouvoir, en gros, il faut être quand même particulièrement blindé pour partir en Suisse, alors que quand tu vas partir, s'expatrier en Thaïlande, enfin, s'expatrier dans beaucoup d'autres localisations, Ouais. c'est globalement moins le cas. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux nous donner une idée de si toi demain, si tu devais conseiller un de tes potes d'aller en Suisse ou pas, tu lui dirais quoi de ce côté-là? Ouais. Tu lui dirais, bah, il faut au moins que tu prennes 100 000 balles par an, 150 En 000 fait, balles, j'en sais rien. si tu viens avec des enfants ou pas, si tu viens seul, je pense, je crois que le salaire minimum ici, c'est 4 500 par mois. Donc, Oh, tu il y a vis comme moyen un de vivre clochard, avec hein. eux. Hein? À 4 500 par mois, en Suisse, tu vis comme un clochard, hein. Enfin, c'est vraiment, c'est bien si Bah, t'es frontalier, en mais du fait, ça coup, dépend, tu vois. Parce que ici, tu as quand même des endroits qui sont pas trop chers, tu vois. Si tu t'éloignes un peu des grandes villes et tout, tu peux avoir un appartement au bord du lac pour, j'en sais rien, moi, peut-être 1000 par mois. Et si tu es seul, ça suffit. Tu peux vivre en mode radin ici, tu vois. Pas aller au resto et tout. En fait, ce qui coûte cher ici, c'est les sorties, les restos, euh, le logement, mais après, tout ce qui est extra, quoi. À chaque fois que tu fais une sortie, ça coûte super cher. Donc, il faut. Si tu veux vivre comme un radin, c'est possible. Bon, après, ça sert pas à grand-chose, tu vois. Si tu veux vivre comme un radin, autant d'aller dans des pays qui sont plus cheap. Tu vas plus kiffer et tout. La Suisse, c'est vraiment fait, je pense, pour moi, c'est fait pour les familles ou les mecs qui veulent être proches de la France, tu vois. Et qui veulent. Mais du coup, combien est-ce que quelqu'un doit gagner avant d'aller en Suisse? Enfin, tu vois, concrètement, Je pense que faut 5 000 arriver euros avec par combien? mois, c'est le minimum quand tu es seul. Famille, 10 000 euros par mois minimum. Après, il faut gagner 3 fois aussi le montant du loyer. Donc ici, les loyers sont quand même assez élevés. Il faut compter x2 par rapport à la France, voire un peu plus, quoi. Il y a des coins qui sont jolis et peu habités parce que quand tu vis en fait, sur le web, tu peux aller en montagne ou dans des coins qui sont un peu moins
pricé, quoi. Donc, ouais, mais c'est sûr que c'est pas la destination, c'est pas la destination que tu fais quand tu démarres sur le web, quoi. C'est pas du tout. Et du coup, tu as dû déplacer ta boîte en Suisse, tu as Ouais. recréé une boîte en Suisse, ça s'est passé comment de ce côté-là? Ouais, tu peux créer une boîte en Suisse, c'est super facile, c'est assez rapide, et du coup, tu peux t'installer. On a des setups aussi. Moi, je travaille avec des mecs qui peuvent aider à l'expatriation ici. C'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment tout fait pour les entrepreneurs ici. Mais il faut venir avec un peu d'argent, ça c'est vrai. Moi, quand j'avais regardé, je trouvais que si tu gagnes entre 150K et 200K par an, c'est comme si en France, tu vivais avec 5-7 000 balles par mois, quoi. Dans ces eaux-là. Je trouvais 200 alors, si tu fais 15K par an ici, 15K par 15K mois, par mois, je trouve ouais. que tu vis comme en France en termes de pouvoir d'achat. Et attention, je te Ouais, parle pas de la qualité de ouais, vie fois parce deux, que ouais. Ouais, ouais, fois deux, ouais. fois deux, fois trois. Franchement, Ouais. si tu veux avoir une vie qui est Ouais. décente, Ici, un foyer qui fait 10 000 par mois, 10 000 francs par mois, un couple, ils sont au minimum pratiquement. ouais, c'est ça. Ouais, clairement. C'est le minimum. Donc, ouais. Si en fait un bon foyer, si tu veux bien vivre, il faut 20 000 par mois avec les enfants et tout, tu vois. Pour Mais vivre avec un bon pouvoir si, d'achat, c'est-à-dire tu sors un si tu veux être peu. confortable. Ouais, si Ouais, tu veux être confortable. ouais. Et voilà, c'est ça. Parce qu'après, sinon, t'es pauvre, quoi, en Suisse. Voilà, c'est un peu Non, c'est ça, c'est le problème. c'est C'est le un peu ce problème que je ici, voulais mais savoir, ouais. il faut pas non plus abuser. Moi, j'ai un pote, il vit pas très loin, bord du lac et tout, il vit bien. Il sort 4 500 euros par mois, tous les mois, de sa boîte. Il est suisse ou pas? Non, il est français. Et les Français, ils s'expatent. Ok. Il est seul, voilà, 4 500 euros par mois, enfin francs par mois, et après le reste, il le sort en dividende, et du coup, tu gagnes quand même beaucoup sur les dividendes, sur les charges aussi. Ici, quand tu sors un salaire, tu payes 10% de charges. Donc, c'est pas 100% comme en France, tu vois, ou 80%, quoi. Et est-ce que t'as aussi, par exemple, je sais pas comment expliquer ça. Tu loues un bateau le week-end, tu peux pas le louer avec ta boîte. Il y a aussi le Non, concept il y a d'abus de pas bien social. ouais, ici, t'as pas l'ABS, abus de biens Ouais, sociaux. ok. Ça Ouais. existe qu'en France pratiquement. Donc, il y a zéro risque ici par rapport à ça. Ils sont quand même conciliants. Si tu fais des erreurs et tout, tu vois, ils vont pas venir te braquer chez toi et tout. Oh, bah, j'ai loué un yacht ce week-end. Petite erreur, désolé. Non, voilà, mais ils vont te faire payer en fait. Ils vont juste te faire payer l'arriéré, tu vois. Si tu devais le sortir de ta boîte, donc du coup, ça t'aurait coûté 10% pour le sortir en Ouais. perso, ben, ils vont te faire payer une taxe de 10%, par exemple. Ouais, ok. Tu vois, ils sont pas. J'ai pas été dans ce cas-là, donc je peux pas dire par expérience, mais je sais que pour avoir entendu des potes, c'est quand même assez conciliant, tu peux négocier, quoi. Ok. Moi, je... Je sais qu'ils aiment pas les mauvais payeurs ici. Mais ils te font confiance, tu vois, naturellement. Moi, j'ai inscrit tous mes enfants, tu sais, pour l'anecdote, j'ai inscrit les enfants dans des clubs d'enfants et tout, architecture, machin, le cheval, le tennis et tout. En fait, ils t'inscrivent, ils t'envoient la facture 3 mois après pour le premier trimestre. Tu sais, c'est pas en mode tu viens à l'inscription, tu payes à l'année et tu sais, tu payes ta licence et tout. Moi, je me rappelle au foot, ils me faisaient toujours payer avant. Là, ici, bah, tu sais, ils t'ont confiance, quoi. T'as accès au service et tout. Et puis un jour, ils t'envoient la facture et c'est tout. là où Et c'est vraiment la confiance, quoi. Là où c'est intéressant fiscalement aussi, c'est parce que pour que les gens ils le sachent, mais ça fonctionne par canton, la Suisse, et chaque canton a un peu le droit de modifier un petit peu comme il veut ses impôts. Pas sur tout Ouais. évidemment, mais Ouais, ouais. et du coup, tu as des cantons qui font exprès d'être très compétitifs. Je pense notamment au canton Zoug. Bah Zoug, quand il y a eu le début un peu des grosses vagues crypto, on va dire 2017, quand il y a eu les ICO et tout, très vite ils se sont mis au pli en disant nous, Zouk, on veut que ça devienne la référence hyper, hyper crypto-friendly. Et Ouais. du coup, eux, ils ont fait ça. Alors que par exemple, Genève est moins intéressant actuellement en termes d'impôts, même si ça reste intéressant, mais c'est bien moins intéressant que plein d'autres cantons. Ouais, t'as les cantons, Et t'as aussi la commune. Je sais que tu paies de l'impôt communal aussi, c'est un pourcentage de ta boîte et de tes revenus aussi, selon où tu habites. Donc en fait, c'est quand même bien organisé, tu vois, ça fonctionne bien leur truc, hein. Et franchement, t'as des c'est endroits où tu payes rien, hein. T'as ouais. des endroits où vraiment, ouais, tu dis Zoug, j'ai des potes qui sont là-bas, ils payent vraiment pas beaucoup, quoi.
Ouais, je crois que c'est 8%, Zug. Il Ouais, me semble que ouais, c'est c'est plus ça. bas en Et Suisse. après, ça parle allemand là-bas. Ouais, et ça c'est le Ça point coûte cher, négatif. ça coûte cher parce que là-bas, si tu roules pas en Ferrari, t'es pauvre, tu vois. En Ouais, fait, mon clairement. pote, il me disait, il y a des Porsche partout, c'est la voiture de base. Et il a fait venir un serrurier parce qu'il avait, fermé sa porte avec la clé intérieure. Ça lui a coûté 600 francs. Le mec, il est venu, il a passé tu sais, une radio, il a ouvert Je la crois porte. qu'en France, ça pourrait pas. À Paris, en tout cas, c'est les mêmes tarifs, Ouais, je crois. si c'est au milieu de la nuit et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais il était choqué. Et j'ai dit, ouais, Tu mec, m'étonnes. si t'habites à Zoug, ouais, donc c'est ça. Il te reste des questions, Franck? Non, bah moi il y avait juste ça. Et si, vas-y, dernière question enfant par rapport à ça. Mais toi, du coup, c'est un peu ton gros déclic, c'est quand tu as eu des enfants, tu t'es dit là, va falloir que je fasse des sous, quoi. Pour toi, Ouais, ça a été 100%. plus un moteur parce qu'il y a plein de gens qui voient ça de façon dans le sens se dire limite je peux pas avoir d'enfants parce que je sais pas, je pourrais pas assumer ou parce que Ouais, pour c'est plein de clair. trucs. Toi, ça a été Bah, un énorme moteur. en fait, moi, j'avais cette croyance aussi il faut que j'ai les enfants quand j'ai une situation stable, de l'argent, je suis à l'aise financièrement et tout. Et en fait, avec le recul, j'ai pas eu le choix parce que tu vois, c'était pas du tout prévu. Mais avec le recul, je me dis, ouais, en fait, c'est un putain de moteur. Ça dépend des personnes aussi. Et il y a des personnes qui ont la motivation intrinsèque. Tu vois, moi, c'est pas mon cas. Moi, je fais toujours les autres. Quand je me bouge le cul, c'est surtout pour les autres. Et ça m'a bien aidé. Franchement, ça m'a vraiment bien aidé. C'est surtout qu'on les a enchaînés, tu vois. Chaque année, on a fait un enfant. Donc, en 3 ans, on a fait 3 enfants. Et ouais, en fait, j'ai pas eu le choix que de les nourrir et d'être au taquet, quoi. Assumer, quoi. Ouais, de les assumer. Et du coup, t'es beaucoup plus resourceful quand t'es au pied du mur. L'humain est comme ça, tu vois. Et donc, moi, maintenant, j'ai vraiment tendance à dire, ben, en fait, si t'es pas prêt, fais des enfants, ça va vraiment t'aider. Et en fait, c'est aussi un truc, quand tu regardes les statistiques des personnes qui sont devenues milliardaires très tôt, c'est des personnes, dans 70% des cas, il y avait une étude qui montre que c'est des personnes qui ont eu des enfants avant 30 ans, et plusieurs, tu vois. Plus de 2 enfants avant 30 ans. Et donc, c'est marrant de voir à quel point ça peut être un boost dans ta vie, quoi. Et on en discutait avec ma femme, qui, elle a eu ses enfants, elle avait 20 ans, tu vois, le premier. Moi, j'étais un peu plus âgé, mais euh, le truc tu as des enfants tôt et tu construis ta carrière en même temps. Et du coup, ça te permet de profiter aussi après tes 40 ans, de ta vie, et aussi de profiter de tes petits-enfants et tout. Il y a plein d'avantages, en fait, à avoir des enfants tôt. Sauf que ouais, dans la culture, c'est rarement le cas, quoi. Ah ouais, clairement. Bah, très Et cool comme justement, retour. tu arrives à... Parce que ça aussi, c'est un truc, je me souviens, j'en avais parlé avec, je sais plus, je pense que c'était dans le podcast avec Gérald Faure, que tu connais, il me semble, qui, globalement, le retour aussi, c'est quand tu veux faire de l'entrepreneuriat à haut niveau, c'est parfois compliqué d'être partout. C'est-à-dire d'avoir une vraie présence auprès de sa famille, de ses enfants, et de pouvoir et de rester performant dans son business. Est-ce que toi, pour le coup, de ce côté-là, tu arrives à faire les Non, deux, à être... non, je pense que c'est vrai qu'il y a des choix à faire. Après, si par exemple ton choix c'est business plus famille, bah, du coup tu mets de côté la vie sociale. Il y a souvent un triptyque comme ça. Tu vas faire des choix. Du coup, moi je vais pas passer mon temps à avoir des passions, partir en voyage, faire des trucs passion. Tu vois. Soit je suis avec ma famille, soit je suis au boulot. Et je suis un peu dans ma grotte comme ça. Tu vois, on est parti en tour du monde aussi. On a quand même profité des trucs. Ça m'a pas empêché de grandir au niveau business. Mais c'est en fait le levier principal du business pour moi, c'est pas le temps que tu y mets ni l'énergie que tu y mets, c'est la qualité de tes décisions. Et donc c'est décorrélé du work hard. En fait, j'ai appris avec le temps que j'ai beaucoup plus de levier quand je prends du plaisir parce que je suis dans mon intuition, je prends les meilleures décisions sans stress, sans être dans le manque et tout ça. C'est comme quand tu es en appel de vente et que tu as besoin de faire la vente, tu la fais pas. Dans le business, c'est un peu pareil. Tu vois, quand tu prends des décisions parce que tu es tranquille, tu es sûr de toi, tu fais exactement ce dont tu as besoin pour ton business, tu gagnes beaucoup plus en fait. Donc au début, bah, tu dois faire tes gammes, tu vois, tu dois monter en compétences parce que il y a plein d'erreurs que tu dois faire et tout ça. Mais après, passer les 3 premières années, disons, c'est plus du tout le même levier et c'est pas le temps que tu vas mettre dans ton business
qui va faire que tu vas gagner plus. C'est les systèmes que tu mets en place, les recrutements de bonnes équipes, des bonnes personnes, le choix aussi du marché. Il y a plein de trucs qui jouent en compte, qui sont des leviers beaucoup plus puissants que le temps qui passe, quoi. Ok, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast, Olivier. Merci, les On a gars. fait le tour de toutes les questions qu'on voulait te poser. Est-ce que on mettra en description tes liens? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux pousser en particulier, un réseau Mais social? du YouTube, ouais. Mais ma chaîne YouTube, si tu veux. Ouais, ok. Ça roule, top. Eh ben super. Merci à vous tous également de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, à mettre les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Et puis on se dit à la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Merci, les gars. Salut. Ciao.